Merci à tous de venir malgré justement la chaleur et malgré les programmes chargés de chacun et chacune de ce festival d'Annecy, à cette seconde table ronde de cette journée de table ronde qu'organise les intervalles, avec pour sujet aujourd'hui l'IA générative qui assoiffe les salariés. Et avec nous aujourd'hui, on va avoir plusieurs syndicats de salariés, mais aussi de scénaristes, d'auteurs-réalisateurs, d'auteurs graphiques, littéraires et de réalisateurs, pour parler un peu des luttes actuelles, de leurs positions respectives sur l'IA générative et de comment on va faire pour s'en protéger. Puisque ça vous aura peut-être pas, ça vous aurez pas manqué de voir que là, on est sur une table ronde clairement anti-IA globalement. Hein. On va pas être sur c'est vachement bien, c'est un bel outil. Ça va pas être le propos. C'est situé. Donc, oui. Je m'appelle Paps, je suis le cofondateur des Intervalles, association donc, de défense des droits des travailleuses du film d'animation, association entièrement bénévole. On est toujours content si vous avez envie de nous rejoindre. Et on a avec nous donc aujourd'hui plusieurs représentants et représentantes. Et du coup, on va commencer au bout, si tu veux commencer par le syndicat des scénaristes. Oui, alors moi je suis là au nom du syndicat des scénaristes, je suis scénariste donc et je dessine aussi donc je peux parler un petit peu de ça, mais voilà, je suis Marie Hénard, voilà. Donc, Bonjour, Hugo Spar, assistant secrétaire du SNTPCT, donc Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision. C'est long. Syndicat représentatif dans la branche du cinéma d'animation à la construction du cinéma d'animation depuis sa signature. On a obtenu au bout de 40 ans de lutte, et on va continuer de lutter. C'est Marc Chaplot, je suis mandaté au nom de la CNT et du SIPMCS, donc le syndicat interprofessionnel presse, médias, culture, spectacle. Et de la Confédération nationale du travail, la CNT. Je m'appelle Christophe Rondu, je suis auteur graphique, réalisateur. Je travaille plein de sociétés qui font à la fois dans le jeu vidéo, dessin animé et cinéma. Et je suis à la Graphe depuis 2 ans. La Graphe qui est un organisme, une sous-branche de la SACD. Et qui est une association qui regroupe les auteurs graphiques et les scénaristes, aussi les réalisateurs. Et là, je représente la Graphe en partie, puisque normalement, c'est Jean-Jacques Lony qui est un spécialiste chez Creative Machine de l'IA, avec qui on échange beaucoup sur le sujet. Donc, voilà. Et bonjour, moi je suis Justine Pujol, je suis la présidente de la Guilde française des scénaristes. Je suis scénariste et aussi directrice d'écriture, donc à la fois autrice et salariée. On arrive. Et voilà, la Guilde, c'est un syndicat de scénaristes de trois répertoires, l'animation, la fiction et le cinéma. Et nous défendons le droit des scénaristes et leurs conditions de travail depuis 2012. Donc voilà, bon petit tour de table. On a tous les différents types de statuts de travail qui sont représentés à cette table ici, sauf évidemment les personnes freelance, puisque ils n'ont pas de syndicat, malheureusement. Et on va faire d'abord un petit récap de la situation vis-à-vis de l'IA, donc où on en est, comment on sait si elle impacte le secteur. Il y a un observatoire au CNC qui a été créé dédié à l'IA générative dans les secteurs du VFX, de l'animation et au-delà, et qui produit maintenant depuis 2 ans donc un rapport annuel sur le sujet. Je ne sais pas si vos syndicats l'ont regardé, mais pour l'instant, de ce qui en a été vu, le CNC le reconnaît lui-même, ils ont un panel de répondants qui n'est pas suffisant. Pour l'animation, on parle d'une 30aine de répondants. Et on a du coup finalement pas beaucoup de sources concrètes et précises sur l'utilisation de l'IA générative dans les différents studios français, studios d'animation. C'est l'appel des guidons. Malgré tout, ce rapport annuel et cet observatoire de l'IA, il est probablement amené à évoluer. Donc, est-ce que peut-être déjà c'est quelque chose sur les syndicats, on travaille dessus avec le CNC, ou est-ce qu'il y a eu des demandes vis-à-vis du CNC pour préciser un petit peu ce rapport annuel, ou c'est quelque chose qui, pour l'instant, est laissé de leur côté?
du côté des salariés typiquement, CNT et SNTPCT. Ok, bon. Allez, Oui, au sein du syndicat, les membres du syndicat, donc les techniciens, ils se sont mobilisés en 2025 pour... ils ont récolté des données, ils se sont renseignés, et au final, on a produit un avenant qu'on a déposé à la table des négociations par rapport à l'encadrement de l'intelligence artificielle générative au niveau de la convention collective. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interpellé le CNC. Donc d'abord, on leur a envoyé une lettre par rapport au fait que nous, notre demande, c'était qu'à la commission d'agrément, donc au niveau des aides sur les films, il y ait un malus IA. Donc en fait, les films soient pénalisés financièrement au niveau du fonds de soutien quand il y a utilisation manifeste d'intelligence artificielle générative qui est destructrice d'emploi, donc en fait destructrice des techniciens. Tout ça, c'est notre position au syndicat. Donc une première fois, on leur a envoyé ce courrier, on n'a pas eu de réponse. Donc ensuite, on a un peu musclé, les membres du syndicat ont un peu musclé la mobilisation. On est allé tracter lors des assises du cinéma d'animation, où il y avait le président du CNC et plusieurs représentants du CNC, et là, le CNC nous a répondu. Donc on a été reçus par le CNC, où on leur a demandé de pénaliser les œuvres qui utilisaient l'intelligence artificielle générative au niveau de la commission d'agrément. Donc ça, c'était les premières discussions qu'on a eues avec le CNC fin 2025. Ce sur quoi ils nous ont dit, écoutez, l'idée, ce serait que vous obteniez un accord avec la partie patronale, donc avec Anime France et le SPI, côté convention collective. Ce sur quoi, quand on est revenu à la convention collective, ils nous ont dit, ah, mais on pense que c'est pas nous, je pense que c'est le ministère et le CNC. Dommage, on avait vu le CNC juste avant. Donc du coup, on leur a dit, ben non, ils vous ont renvoyé la balle. Et après, on pourra en parler un peu plus après sur les conventions collectives, mais il y a eu d'autres négociations là-dessus. Donc nos discussions, nous, au sein du syndicat, les membres du syndicat avec le CNC, pour le moment, c'est ça. Nous, on a une position qui est qu'on veut que les œuvres qui utilisent l'intelligence artificielle générative soient pénalisées à la commission d'agrément. Il y a un malus qui est sont pas favorisés. ne sont pas favorisés. Donc à ce moment-là, un malus. Merci Jean-Luc. Donc c'est des discussions qu'on a en ce moment. Visiblement, ça va un peu dans ce sens-là. Donc nous, on est très vigilants. On continue de mobiliser là-dessus. Mais je pense que peut-être tu peux parler aussi de la tribune, du coup. alors on peut je voudrais bien quand même les autres syndicats peut-être parlent de leurs travaux actuels et de leur position vis-à-vis de l'IA générative. Ensuite, on pourra peut-être parler de la tribune. Donc peut-être Cédric, si tu veux enchaîner. Oui, alors d'ailleurs je voulais préciser qu'en fait on a un syndicat pas uniquement de salariés, en fait c'est un syndicat en fait les freelances peuvent aussi adhérer à notre syndicat, les étudiants et étudiantes, retraités, chômeurs, bref, il n'y a pas vraiment en fait tous ceux qui veulent bien rejoindre un syndicat en fait en vrai, y compris on a des réalisateurs, des scénaristes aussi, pour les questions de droit d'auteur. Mais c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, on n'est pas forcément tranché contrairement à ce que tu pouvais dire, on est assez nuancé sur l'IA. On a une position qui est de faire des ateliers de culture populaire en fait auprès des personnes, donc justement de comprendre ce que c'est l'IA vraiment, genre démystifier un peu le processus de comment technologiquement ça fonctionne, pour essayer d'amener à une conscience collective de ce que c'est l'IA, plutôt que de donner tout de suite des arguments en fait aux personnes qui ont envie de... Enfin, voilà, on n'est pas à dire l'IA c'est bien, l'IA c'est mal, en fait on est conscient aussi que l'IA ça fait vivre aussi les personnes aujourd'hui, y compris les salariés. Donc c'est comment est-ce que nous en tant que syndicat on se positionne par rapport à ça, notre position c'est de dire on essaie de démystifier, de comprendre les enjeux. On a des positions très tranchées sur les questions de propriété intellectuelle, évidemment, sur aussi le fait que l'IA ne doit pas remplacer, les salariés, enfin en tout cas les travailleurs et les travailleuses, que l'animation en général c'est de l'artisanat et qu'on aimerait bien garder cet artisanat, que ça ne se transforme pas en machine à cash, en sloper des vidéos à base d'IA 24. Donc on est vraiment vigilant par rapport à ça. On a créé justement, quand je disais l'actuelle culture populaire, en fait on a créé un podcast sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, qui traite justement l'IA sur le développement de la technologie. On a participé récemment au sommet contre l'IA à Lille. Enfin, voilà, on est impliqué avec d'autres collectifs, d'autres syndicats de la CNT qui travaillent dans l'éducation, qui travaillent... Voilà, vu qu'on est une confédération nationale, on a
plusieurs syndicats qui sont impactés par l'IA de manière un peu différente, souvent d'ailleurs plus des travailleurs et des travailleuses qui sont liés en fait à des métiers via processus administratif ou dans l'éducation. Donc ils sont très impactés par rapport à ça sur justement la formation de leurs propres étudiants et étudiantes, comment est-ce que l'IA s'implémente là-dedans, comment est-ce que c'est utilisé, comment s'en défendre, etc. Donc il y a pas mal de réflexions tout autour. Et nous, on s'inscrit un peu dans cette démarche de vouloir essayer de démystifier un peu tout ça et comment dire, d'essayer que les gens s'émancipent en fait sur cette question-là et d'essayer de démystifier parce qu'il y a un côté aussi l'IA absolutiste, on pense beaucoup à l'IA générale, on pense l'IA c'est pas non plus uniquement l'IA générative, ça peut être utile pour d'autres cas. On a des longs débats internes avec notamment le collectif Les Soulèvements de la Terre auquel on fait partie, donc forcément sur les questions écologiques, l'IA se nous pose vraiment question. Sur les data centers, ce produit, on est aussi mobilisé sur ce terrain-là. Donc voilà, on est un peu dans ce truc-là. Concernant le CNC, nous on n'a pas fait l'approche d'aller parler aux institutions. C'est pas trop dans notre ADN d'ailleurs à la CNT de parler avec les patrons, de négocier avec les patrons, on essaie plutôt de s'émanciper de tout ça, de considérer que les travailleurs et travailleuses peuvent s'émanciper seuls via les ateliers de culture populaire, via l'autogestion, via la démocratie directe, se créer les propres outils. Voilà. Donc on est plus dans cette démarche-là d'autogestionnaire, de prise de conscience, de formation, essayer d'accompagner les gens pour créer des scopes, essayer d'aider autant que possible les personnes qui nous sollicitent. Bon, j'étais un peu long. Alors écoutez, on va revenir en bout de table. Côté syndicat des scénaristes, comment ça se passe? Oui, alors nous, côté syndicat des scénaristes, on est beaucoup plus radicaux, c'est-à-dire que pour nous, il y a beaucoup plus de méfaits de l'IA que de choses positives. Donc nous, on boycotte carrément l'utilisation de l'IA dans la création. Et on pense que c'est très nocif et qu'on doit absolument garder les récits aux mains des humains. Et donc, nous, par rapport au CNC, pour en revenir à ce sujet-là, et avec nos collègues d'ailleurs de la Guilde, je pense qu'on est content que la ministre de la Culture ait dit nous, on pense qu'il ne faut pas juste pénaliser les œuvres qui sont faites avec de l'IA, mais qu'il ne faut carrément pas du tout les subventionner. C'est-à-dire que l'État ne doit pas encourager les œuvres qui sont générées par de l'IA, parce que par rapport aux méfaits que ça cause, c'est des pertes d'emplois massives, c'est un pillage des œuvres pour entraîner les IA qui est énorme et en contradiction totale avec le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Et nous, on pense qu'il faudrait carrément que, étant le pays du droit d'auteur, nos OGC ou nos institutions attaquent carrément OpenIA pour que ça soit pénalisé et sanctionné et qu'à l'avenir, ils ne puissent plus piller toutes les œuvres ayant un droit d'auteur pour entraîner ces machines à notre propre destruction, puisque donc ça vise à nous remplacer à la création. Voilà, nous on pense que c'est super important. Pour l'instant, l'IA ne peut pas nous remplacer parce que les récits, c'est pas juste. Je pense pas que les récits qui sont juste un amalgame de tout ce qui a été fait dans le passé, un truc statistique qui essaie de plaire au plus grand nombre en recomposant des trucs déjà faits. C'est pas ça que les gens aiment voir, je pense, qu'ils aiment voir des trucs innovants, des nouvelles histoires, et qui sont construites avec les expériences vécues, avec notre vision du monde, du futur, etc., que l'IA n'a pas, les émotions, etc. Et en fait, donc, ce que je voulais dire, c'est que le CNC, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les institutions nous aident, en fait, à ce que les géants de la tech ne puissent plus piller impunément les œuvres
et que en fait il y ait besoin d'un consentement individuel pour, pour obtenir d'utiliser des œuvres l'entraînement des IA. Et en plus, on voudrait que le CNC et les institutions, le ministre de la Culture, nous aident à obtenir Alors, pour l'instant, ça a été retoqué, la loi d'Arcos qui, euh, qui permettait d'acter la présomption d'utilisation par les gérants de la tech des œuvres pour entraîner les IA. Donc ça a été, donc notre gouvernement n'est pas prêt à nous aider et visiblement n'en a pas grand-chose à faire des œuvres et de protéger les auteurs, mais nous on pense que c'est très important et que c'est pour ça qu'on est là pour porter cette voix et pour être entendu. Et aussi on aimerait qu'il y ait quand même un label IA et que en fait au CNC, Ghislaine en parlera mieux que moi, mais les IA ne soient pas utilisées aussi pour la lecture et l'analyse des textes. Et ça commence à se généraliser chez les diffuseurs, chez les producteurs, etc., d'analyser les textes et de nous renvoyer des notes générées ou rédigées par des IA. Et ça commence à devenir vraiment un problème, puisqu'il y a... Voilà, nous, on commence à ne plus être lus par des humains et ça crée des situations absurdes où il y a des auteurs qui envisagent même d'imiter une IA pour passer le tamis des IA qui analysent les œuvres. Donc voilà. Donc je vais passer la parole à mes collègues, mais nous, on pense que c'est extrêmement nocif pour la culture, pour la civilisation même, et pour la création en général, et voilà. Côté guilde des scénaristes, du coup. Alors, effectivement, je ne vais pas répéter ce que tu as dit sur notre présence conjointe avec le SDS pour le vote de le soutien à la loi d'Arcos. Pour ce qui est de la guilde, globalement, alors, comme je dis, il y a 3 répertoires. Il y a des gens qui travaillent dans des secteurs ou une façon de faire très très artisanale. Il y a des auteurs qui sont engagés sur des séries à gros volume, pour ne pas dire industrielles. Et les scénaristes sont souvent très mal rémunérés, peu respectés. Et face à l'IA, ils se posent la question de si je n'utilise pas, si je n'y mets pas, je vais être écartée. Il faut que... Donc en fait, avec cette promotion constante qu'il y a eu de l'IA, il y a beaucoup d'auteurs qui sont rués sur des formations IA, qui n'ont pas forcément envie d'utiliser l'IA, mais qui disent mais il faut que j'y aille, parce que sinon je vais crever, en fait, tout simplement. Il y a ceux qui n'en veulent pas du tout. Donc en fait, nous, notre approche, puisque les pouvoirs publics, jusqu'à présent, n'ont pas pris le taureau par les cornes, ils n'ont pas décidé de réguler, légiférer, prendre des décisions sur contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est open bar, c'est la jungle à l'heure actuelle. Parce que la guilde a fait, pendant 1 an et demi, on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de projections au sein du comité IA sur qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe si on est très radical, qu'est-ce qui se passe si on est à fond dedans. Voilà. On a fait un peu de futurologie. Et quand on s'est rendu compte effectivement qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont peur de perdre leur allant, perdre leur influence, de perdre le contrôle tout simplement de leurs œuvres, on s'est décidé à essayer de mettre nous-mêmes des jalons et à réguler nous-mêmes nos usages de l'IA. Alors on a déjà mis en place 4 principes protecteurs. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il y ait une OK pour l'IA, enfin potentiellement OK pour l'IA si et seulement si les conditions sont réunies. La première, c'est le dédommagement et compensation pour le droit d'auteur et le pillage. Le deuxième chose, c'est contrôle. Et ça, c'est primordial pour nous, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut utiliser l'IA à un moment donné, c'est pas un producteur, c'est un scénariste de le faire, c'est un auteur. Et c'est à lui seul de dire si ça lui utile ou pas, déjà, de base. Le troisième principe fondamental, c'est la sécurité. C'est-à-dire que nous travaillons à partir sur des propriétés intellectuelles protégeables par le droit d'auteur et le code de la propriété intellectuelle. Et à chaque fois que quelqu'un utilise l'IA, qu'il soit scénariste, producteur, réalisateur, lecteur, il
comme un acte de contrefaçon, c'est-à-dire qu'il diffuse une œuvre dont il ne détient pas les droits, dont il n'est pas l'auteur, on ne sait pas où. Enfin, c'est sans contrat d'exploitation en plus, donc déjà c'est illégal. Donc ça, en termes juridiques, ça pose problème, et ce qu'on veut, c'est que tant qu'il n'y a pas la sécurité informatique nécessaire qui garantisse que quand on utilise l'IA, ça part pas n'importe où, ben, c'est niette. Et ça y est, donc. Et transparence. Et transparence, merci. Tu connais mieux que moi. Et transparence, parce qu'en fait, quand on est très radical, c'est-à-dire qu'au début, la guilde, c'était très fluctuant. C'était plutôt, oui, oui, c'est super, allons-y. Puis après, c'était très radical, non, non, on n'y va pas. Les gens ont changé vraiment de position là-dessus en 1 an et demi. Et on s'est rendu compte que quand on est très, très radical, eh ben, les gens montent. Ce qu'on appelle c'est connu dans tous les métiers actuellement, c'est ce qu'on appelle la shadow IA, effectivement le shadow IT, c'est-à-dire que des gens, des salariés ou des auteurs utilisent cet outil, ils savent que c'est pas bien, parce qu'on leur dit c'est mal, donc ils ne le disent pas. Et ils mentent. Et tout le monde ment. C'est-à-dire qu'on a des scénaristes qui écrivent avec l'IA qui ne disent pas, on a des réalisateurs qui essaient de remplacer les scénaristes avec l'IA qui ne disent pas, on a des producteurs qui créent des projets, qui écrivent en disant c'est moi l'auteur, signez-moi un contrat de droit d'auteur, en fait c'est l'IA et ils ne le disent pas. On a des chaînes de télé, on a des institutions qui lisent avec l'IA, mais qui ne le disent pas, qui tout le monde ment. Donc il faut qu'il y ait une transparence, mais pour qu'il y ait une transparence, eh ben, il faut qu'il y ait la possibilité, nous on pense, la possibilité de prévoir une utilisation extrêmement régulée de l'IA, et c'est pour ça qu'on a mis au point, en se basant sur des clauses contractuelles qui avaient été proposées par la SSCD et les syndicats de producteurs. On les a révisées, parce que c'était très insatisfaisant, ces clauses. Par exemple, dans les clauses SSCD, il y avait une clause qui disait que le scénariste, l'auteur, accepte que l'IA soit utilisée sur les phases suivantes de fabrication. Le scénariste s'engageait pour les autres intervenant sur les textes, sur les œuvres, donc les salariés. Ça, pour nous, pour la guilde, en solidarité évidemment avec les autres métiers qui sont touchés par l'IA, c'est mieux pour nous. Donc ça, on a viré. Et on a rajouté des clauses qui disent par exemple, ok, je signe un contrat de cession de droit sur un projet, par contre, le producteur s'engage à ne pas utiliser l'IA pour génération de pitch, sequel, préquel, épisode et compagnie. C'est-à-dire, contractuellement, ça le bloque, c'est-à-dire que ça nous protège. Donc c'est un peu comme on a créé des ceintures de sécurité. C'est pas parce qu'on met une ceinture de sécurité qu'on est pour rouler très vite. On s'est dit, comme de toute façon les pouvoirs publics n'agissent pas, ben nous on va essayer de le faire. Et là, ces clauses, on les a partagées à d'autres organisations d'auteurs, on les a partagées au CNC, on les a repartagées à la SSCD qui sont en train de modifier leurs propres clauses au regard de ce qu'on propose. Parce que là, on a fait changer de perspective. Et puis voilà, on va essayer de poser le plus possible avec les autres organisations d'auteurs pour imposer une régulation de l'intelligence artificielle. Voilà, globalement, où on en est. Juste une petite insiste sur le CNC, puisque la semaine dernière, on est allé voir le CNC qui permet aux lecteurs et commissaires du FAIA de lire les œuvres. Le FAIA, le Fonds d'aide à l'innovation en animation. Innovation, il permettait aux lecteurs et aux commissaires de lire les dossiers avec l'IA. Et donc ça, tout de suite, on est allé les voir, on leur a expliqué pourquoi c'était dangereux. Donc on a revenu sur sécurité informatique, c'est-à-dire que les gens, les lecteurs, ils balancent savoir ChatGPT, non. Ah, pardon. Donc sécurité informatique, etc. Et puis surtout, les biais. C'est-à-dire que c'est un fonds d'aide à l'innovation. Les lecteurs vont potentiellement juger des textes avec un outil qui est biaisé et qui va privilégier, ce qui est écrit par l'IA. C'est-à-dire que les auteurs se disent, je vais écrire ce que tu disais, je vais écrire avec l'IA pour pouvoir avoir le fonds d'aide à l'innovation. Et puis surtout, il va privilégier statistiquement des choses qui sont déjà faites, qui ont eu du succès. Et elle est où l'innovation là-dedans? Donc c'est-à-dire que même si on dit, ok, pourquoi pas l'IA, etc., il faut qu'on sache que ces biais existent, nous, en tant qu'auteur, en tant que créateur, pour pouvoir, en conscience, dire, ok,
j'utilise l'IA et je peux peut-être me contourner, je vais me méfier de ça, ou alors je sais que ça existe et c'est non. Voilà. Et donc voilà, pour terminer, notre position, c'est voilà, ces clauses et ces principes qui sont destinés à protéger ceux qui utilisent l'IA et aussi à protéger ceux qui ne veulent pas de l'IA de ceux qui utilisent l'IA. Et côté agrafes, finalement. Et du coup, la graphe, nous, on n'est pas, pour le coup, pas un syndicat, pas encore, peut-être qu'on le deviendra. Par contre, je vais parler d'une expérience personnelle, c'est aussi pour ça que je suis là. En tant que réalisateur, j'ai travaillé avec des pays étrangers sur des IP, propriétés intellectuelles, donc, qui sont normalement conservés dans le plus grand des secrets jusqu'à ce que ça sorte. Et il s'avère que les scénaristes avec qui je travaillais étaient des Anglais. Ils m'envoyaient des scripts qui, a priori, en partie, qui ont été... ils travaillaient déjà avec l'IA. Donc, par rapport à l'hypocrisie du modèle, c'est total. On est dans le mensonge le plus total à l'heure actuelle. L'outil IA est tellement attrayant, on est un peu des flemmards et on va se jeter sur l'IA le plus rapidement possible parce que c'est une curiosité au départ. Moi, elle m'a effrayé en premier lieu. Et aujourd'hui, mon rapport à l'IA, c'est qu'elle est très dangereuse pour la nouvelle génération, culturellement. On sent déjà les impacts de l'IA sur la nouvelle génération. Il y a un manque de... je vais vous parler d'une expérience donc, personnelle en tant que réalisateur. Il m'est arrivé de travailler avec des personnes qui sont en Italie, qui font des prompts et qui sont des prompteurs, et qui sont formés aux IA. Il s'avère que quand je discute technique, moi j'ai 25 ans de métier, je viens du dessin 2D et papier, puis je suis passé à la 3D quand la 3D est arrivée, c'était de la technologie. Et l'art et la science sont deux vases communicants, si c'est de l'artisanat. Donc si on crée de la culture et on crée du soft power, c'est bien en alliant à la fois les technologies et la dimension artistique de l'artisanat, du savoir-faire. Moi, je passais par le dessin traditionnel sur papier, j'étais formé à ça. Après, j'ai fait de la 3D. Petit à petit, ça m'a donné plusieurs cordes à mon arc, jusqu'à devenir, parce que ma passion est le jeu vidéo au départ, jusqu'à devenir programmeur parce que ça m'intéresse. Et du coup, quand l'IA est arrivée, j'ai commencé à m'intéresser, qu'est-ce que l'IA en fait? Beaucoup de gens ont mystifié l'IA, le marketing mystifie l'IA, et dit vous allez pouvoir faire un blockbuster pour... quelqu'un chez soi peut fabriquer un blockbuster. On voit les montages qui sont faits en IA, c'est une horreur, c'est mal monté, il y a les acteurs, j'en parle même pas, les images, l'image c'est du vol, c'est typiquement du vol, et la position de la graphe à ce niveau-là, elle est claire. Quand l'IA est arrivée en 2022 et qu'OpenAI a commencé à ouvrir les vannes, c'est la boîte de Pandore. Il faut poser une réglementation, il faut légiférer, et surtout, il faut protéger les nouvelles générations parce que tous les grands scénaristes qui ont écrit des livres sur le sujet nous ont clairement dit, ils nous ont fait la dystopie, ils nous l'ont prédit. C'est-à-dire que dès 1984, j'ai l'impression qu'on y arrive. Et on en a tous l'intuition profonde, on sait. La problématique du coup que pose l'IA aujourd'hui, c'est ça. Moi, ma position est tranchée puisque, j'ai à la fois l'aspect technique des choses, c'est-à-dire que je suis programmeur et je développe des IA dans le jeu vidéo, mais c'était des IA primitives. Si je fais ça, j'ai une condition qui m'amène à une réaction. C'est un algorithme. Mais l'algorithme d'IA n'a pas plus de... La seule chose, c'est que les quantités de data sont tellement énormes, c'est vraiment, on fait de la statistique. Et sur les bases des statistiques, on prend un scénario. Maintenant, je prends une anecdote intéressante. Imaginons que dans 80% des cas sur Internet, les gens considèrent que la Terre est plate. Ces 80% de data disent la Terre est plate, et on se retrouve avec une IA qui dit la Terre est plate. C'est ça l'IA. Il n'y a encore aujourd'hui, aucune décision de l'IA qui est intelligente. Il n'y a pas de forme d'intelligence derrière ça. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on l'entraîne sur des data scientifiques, l'IA résout des problématiques profondes que l'humain n'est pas capable de déceler. Mais la maîtrise dans ce cadre, dans ce contexte, reste totalement humaine. Parce qu'on décide de ceux avec quoi on la nourrit, et on décide de ceux avec quoi on la nourrit pas. Maintenant, pour en revenir à la big data, ceux qui utilisent l'IA pour faire des bénéfices, et sont des sociétés qui sont toutes en déficit. C'est des investissements, ils ont des milliards qui tombent, là, mais aucune n'est rentable. OpenAI, toutes les grosses boîtes dont on parle tout le temps, aucune n'est rentable. Tout le monde se jette dessus, mais il n'y a rien qui est rentable. Donc,
la problématique que pose aujourd'hui l'IA, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'elle va dessiner dans le monde de l'animation, qu'est-ce que la nouvelle génération, encore une fois, j'ai eu à travailler avec un jeune qui sortait d'école, il vient d'avoir un diplôme, donc ça c'est l'État qui me semble, il vient d'avoir un diplôme Master IA, donc c'est un Master Prompteur. Et c'est pour ça que si, ça existe. Un master ou un master? Master IA. Mais un master E-R-E à la fin ou un master E-R? Parce que t'as des masters qui sont des faux masters. Je sais Et pas, que ça se prétend. Voilà, c'est un Master IA, et c'est Parce arrivé que- cette année. Parce que le master, ça doit être reconnu quand même par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et je suis pas sûr qu'il y ait un master IA. C'est peut-être un master alors. Peut-être un master, Mais hein, en pas tout cas- faux, un bac plus 5 quoi. Ouais. En tout cas, cette personne, lui, il est convaincu qu'il est prompteur. Et c'est ça, et il est jeune, hein. Il a 21 ans. Et donc, la problématique, c'est que quand j'ai commencé à discuter avec lui sur les outils de fabrication de pipes traditionnels en création de films d'animation, tout le vocabulaire, la perspective, les règles de l'anatomie, le vocabulaire qu'on utilise en anatomie, il ignorait tout. Il n'avait aucune base solide en termes de qu'est-ce que la perspective, la profondeur de champ. Je vais prendre des termes techniques en 3D, le SSS, la réfraction, le displacement map dans le jeu vidéo. On a plein d'outils qui nous permettent, qui sont très techniques, dont il faut connaître les fonctions pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. Et cette génération-là, qui commence à faire des formations dans cette industrie, se retrouve complètement piégée en fait. Parce que pour eux, ils savent faire des films, ils vont être réalisateurs du jour au lendemain. Et donc, c'est un problème qui est majeur. Et c'est pour ça qu'on m'a invité à venir ici pour partager cette expérience, parce que ça fait à peu près, moi, depuis 2025, que la boîte pour laquelle je travaillais aussi s'intéressait à l'intelligence artificielle. Les distributeurs, les gens qui fabriquent, qui ont l'argent pour pouvoir financer ces projets-là, cherchent à faire des économies, évidemment. Et on se retrouve dans des contextes où, bien souvent, l'artiste se fait imposer, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Sinon, moi, je faisais des budgets à 80 millions pour le cinéma. Puis après, dans les séries, c'était à 15 millions. Aujourd'hui, les budgets, ils sont à 5 millions. Et ça, les producteurs sont comme ça, hein. Je parle avec eux, ils tremblent. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent plus financer des projets qui étaient des séries pour Netflix. Skylander Academy, j'étais directeur artistique. Quand on l'a sorti, on avait 15 millions pour la fabriquer par an. Ça tombait, on faisait une série en un an. Il y avait beaucoup d'emplois. Et là, aujourd'hui, dans le contexte avec l'IA, les producteurs n'ont plus cet argent-là. L'argent est parti. Il y a des raisons je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut en avoir conscience. Donc en fait, je suis assez d'accord avec le fait que l'extrême, dire au secours, la boîte de Pandore est ouverte, et il y a des gens qui vont s'y infiltrer. Donc c'est comment avoir une attitude mature par rapport à l'IA et réussir à cadrer ces choses-là de telle manière. Et souvent, ça se fait par l'expérience. C'est-à-dire que moi, mon pouvoir sur ça, c'est par rapport à l'IA, je la crains pas parce qu'en fait, je la trouve stupide. Les choix qu'elle fait sont pas du tout cohérents, pas homogènes, et je suis lucide sur ce qu'elle génère aujourd'hui. Aucun film blockbuster américain ne sera jamais fait en IA pour l'instant. Par contre, je dis pas que dans 15-20 ans, ça va pas arriver. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune maturité, l'animation est pourrie, les animateurs, je parle pas des animateurs aussi, qui ont plus de travail à cause de l'IA, ils ont peur de ne plus avoir de travail. Je veux dire, un animateur qui a été formé, qui comprend l'anatomie, qui sait ce que c'est que le poids d'un personnage, l'animation c'est un langage. Donc en fait, à chaque fois qu'on produit de l'IA, elle est entraînée sur des langages qui ont été créés par des artistes qui font du graphisme, qui dessinent des expressions faciales, genre du cartoon. Ça n'est pas réaliste, c'est un langage visuel qui est transmis à l'IA et l'IA le reproduit. Mais on a le pouvoir de pouvoir faire des animations à l'infini. On peut changer le code visuel d'une animation. Il y a des animateurs qui créent des langages visuels. L'IA est incapable de faire ça. Donc c'est pour ça qu'elle me fait pas peur à cet égard. Et comme au niveau du scénario, l'IA ne va faire en effet qu'un scénario qui plaît à 90%. Ça n'a aucun intérêt. L'avantage d'un scénario, c'est quand il nous surprend, c'est pas quand la quantité séduit tout le monde, c'est quand elle nous surprend. Donc voilà, la position de la graphe, pendant un an, depuis la chute donc, du studio pour lequel je travaillais, qui n'avait plus les budgets nécessaires pour fabriquer des films, c'est là que je me suis inscrit à la graphe, c'est là que j'ai commencé à discuter de la problématique de l'IA au sein de la graphe, et c'est là qu'on fait un travail, Jean-Jacques Menu fait un travail exceptionnel avec Creative Machine pour comprendre à la fois, digérer ce qui se passe au niveau de l'IA, mais aussi canaliser les choses et essayer de rassembler un maximum d'informations, parce que ce côté un peu diabolique de l'IA qui industrialise de l'art, en fait,
si le seul moyen de la combattre, c'est de la connaître. C'est pas de la subir, c'est d'apprendre à comprendre le protocole et de montrer face au miroir celui qui ment, et de dire regardez, ça c'est un mensonge, et la vérité c'est ça. Et à partir de là, on regagne un pouvoir sur l'IA, ça c'est ma conviction profonde, et c'est celle que je partage avec la Graph et avec l'ensemble des collaborateurs. Et on fait des documents, on fait des actions politiques, à l'échelle, comme on n'est pas un syndicat, on est à notre échelle, mais en tout cas, il y a un vrai travail de fond qui est fait, qui permet d'avoir un regard plus mature sur ce qui est vraiment l'outil IA et pas la chose qu'on fait. Alors nous, c'est vrai qu'on a une position un peu plus radicale aux intervalles, puisqu'on considère pas que ça puisse être un outil qu'on puisse adapter ou en tout cas réguler de manière à ce qu'il fasse un peu moins de dégâts. On considère que parce que les grands modèles de LLM, donc de machine learning, que sont OpenAI, que sont Genario, que sont Mistral, parce qu'il y a des Français aussi dans le tas, sont développés par des tech bros, par des personnes qui n'ont que leur intérêt personnel et premier à cœur et qui ne veulent de toute façon que faire du profit en n'ayant aucun intérêt des œuvres qu'ils pillent, des voix qu'ils pillent, des visages même parfois qu'ils pillent, parce qu'il y a des acteurs et des actrices aussi qui se font voler leur image. On ne voit pas comment ça pourrait être utilisé de manière positive et dans en plus la crise climatique dans laquelle on évolue, on est littéralement sous un dôme de chaleur où il fait plus de 40 degrés en France, deuxième canicule de l'année. L'impact écologique de l'IA fait que nous, on est entièrement contre, on n'a même pas envie de jouer avec ou de voir jusqu'où elle peut aller. On en refuse toute utilisation et on a envie d'éduquer plus les travailleurs et les étudiants de l'animation pour qu'ils comprennent justement à quel point l'impact écologique et social et économique sur le moyen et long terme est complètement nocif pour le secteur. C'est-à-dire que d'un pur point de vue écologique, et je pourrais parler de la tribune après, les data centers, ils ont une durée de vie estimée en moyenne de 6 ans. C'est-à-dire que le temps d'en installer un, 6 ans après, il faut entièrement changer tout le hardware à l'intérieur. Nvidia est super content, ça fait plein de cartes graphiques et de métaux rares à les récolter. Ils s'auto-nourrissent les uns les autres. Les data centers, c'est jusqu'à 16 degrés de plus autour du data center, donc ça fait des bulles de chaleur monstrueuses. Ça récupère l'eau de communautés entières, ça pollue l'eau derrière, ça pollue l'air, ça a une pollution sonore qui est monstrueuse. C'est évidemment installé dans des quartiers, des communautés les plus paupérisées. Et c'est aussi en France où il y a celui dans le nord, celui de Campus IA, qui est un des plus grands d'Europe, qui va être construit sans l'accord de la population locale. Et quand en animation, on n'a pas suffisamment pas de recul, mais de détails sur l'utilisation de l'IA générative toujours, et que le CNC nous dit c'est un petit peu utilisé en studio et c'est les grands modèles type Mistral, OpenAI et autres qui sont utilisés, nous on dit non, on n'en veut pas, c'est pas utile, ça abîme nos métiers, surtout qu'en parallèle, il y a un vrai travail qui est fait dans le film d'animation pour avoir un travail vertueux pour essayer de moins polluer, notamment via des initiatives comme Carbulator qui sont encore à perfectionner, mais Carbulator, EcoProd, des associations comme Bocage à Angoulême, à Valence, il y en a une avec la cartoucherie aussi, j'ai oublié. Cartouche verte. La cartouche verte, merci, tout simplement. Et c'est quand même très paradoxal d'avoir d'un côté ces initiatives écologiques dans le film d'anime et de l'autre un intérêt potentiel à utiliser l'IA pour nos producteurs et qu'on entend nous en interne. On sait qu'il y a une bonne dizaine de studios au moins là qui sont en train de voir comment adapter l'IA à leur pipeline de production. C'est là dès le scénario, mais ça peut être là à chaque étape. Le seul intérêt des studios à faire ça, c'est pas vous faciliter le travail, vous alléger de vos tâches dites répétitives, sachant que pour certains, une tâche répétitive, ça peut être le décor layout. Hein. Donc c'est tout un département. Voir le compositing, pareil, tout un département. Non, le seul intérêt qu'ils ont là-dedans, c'est produire à moins cher. Et nous, c'est vrai qu'on dit, bah non, ça n'a aucun intérêt. Écologiquement, socialement, ça va en plus, comme disait Christophe, abîmer toute une génération parce qu'on va avoir une perte de savoir. On va avoir des gens qui vont arriver dans le secteur en s'aidant de l'IA, mais qui du coup, si l'IA disparaît, on ne sait pas, hein, c'est une bulle en soi, donc elle peut exploser. Si l'IA finit par disparaître, on va avoir toute une génération qui sera complètement, je sais pas utiliser le mot handicapé, cherche un nouveau mot. Inapte, voilà, à travailler sans cette béquille un peu pétée. Et vraiment, nous, on est radicalement contre. On n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé, il y a quelques semaines, une tribune
D'habitude, on travaille pas mal avec les syndicats. On avait fait l'année dernière une coalition intersyndicale, dont je reparlerai après, mais cette année, on a lancé, les intervalles, une tribune appelant le Festival d'Annecy à se positionner clairement et ouvertement vis-à-vis de l'IA générative, parce que ils accueillent d'année en année là, de plus en plus de conférences sur le sujet, et c'est jamais des conférences auxquelles sont invités les travailleurs et travailleuses, ou même les syndicats. C'est des conférences auxquelles sont invités des vendeurs d'IA, quelques représentants de studios, donc plutôt des personnes proches patronat, et nous, on n'a pas notre mot à dire là-dedans, alors que c'est nous que ça va toucher en priorité. Donc on leur a demandé, on a fait cette tribune, on leur a demandé en plus de clarifier leur position vis-à-vis de ce think tank d'IA qu'ils avaient lancé et auquel, c'était très opaque, de la même manière, aucun syndicat n'était invité. L'idée, c'est d'en faire un livre blanc, sauf qu'un livre blanc n'a aucune valeur légale. Donc nous, on appelle plutôt à aller travailler directement avec les syndicats, que ce soit de scénaristes ou de salariés, pour justement arriver à un encadrement, trouver des accords pour restreindre l'utilisation de l'IA. Mais un livre blanc, c'est comme une charte. Ça se base sur la bonne volonté des utilisateurs, desquels, là, puisqu'on ne sait pas qui va à leur think tank, est-ce que c'est les producteurs, est-ce que c'est les distributeurs, est-ce que c'est les institutions professionnelles comme le CNC, on ne sait pas. Et pour nous, c'est pas suffisant, c'est pas assez clair. Donc on a lancé cette tribune qui a récolté un peu plus de 1000 signatures en moins d'une semaine, et à laquelle Citia, donc, qui organise le festival d'Annecy, a répondu en disant qu'on divulguait de fausses informations, qui sont juste celles de leur programme, hein, en vrai on n'est pas allé chercher bien loin, et que c'était dommage d'avoir des antagonismes comme ça les uns avec les autres, alors qu'on pourrait discuter. Bah, ils n'ont pas lu notre tribune correctement, parce que nous, on appelle justement à ce qu'ils prennent en compte les syndicats, à ce qu'ils invitent les syndicats, et à ce qu'il y ait un vrai dialogue incluant les travailleurs et les travailleuses, et pas juste des discussions en huis clos, d'autant que ce think tank qu'il y a, il n'était pas accessible à la presse. Donc mine de rien, ça rassure pas. Il devrait y en avoir un compte rendu, parce qu'ils ont fait un second événement le lendemain avec un compte rendu, et ce qui sera publié en ligne, on ne sait pas non plus. Enfin, tout ceci est très opaque. Donc on savait bien que Citia n'allait pas forcément dire oui, c'est vrai, on va se positionner pour ou contre l'IA. Ils n'avaient pas apprécié. Le but, c'était de les faire réagir, et ça marche plutôt bien. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est faire réagir les gens, que les gens se renseignent. Ça a tellement bien marché, pour être honnête, que hier, il y a eu une projection d'un court-métrage pendant le festival. On n'était pas au courant, nous, en interne, qu'il y avait de l'IA dedans, potentiellement de l'IA, un cours qui s'appelle Danse macabre. J'en ai littéralement entendu parler hier soir. Et le court-métrage, donc, apparemment, utilise de l'IA et s'est fait huer à la fin de la projection. Le réalisateur a fait un beau doigt d'honneur en partant, apparemment. Et la rumeur court que ce serait nous qui aurions hué dans la salle, alors que on n'était pas au courant de l'événement. Donc ça montre que en vrai, c'est le public qui est contre l'IA, et au Festival d'Annecy, le public, c'est majoritairement des professionnels, c'est majoritairement des travailleurs et des étudiants de films d'animation. Donc c'est pas nous qui huons en salle, c'est le public, les gens qui font les films qui disent majoritairement nous n'en voulons pas. Et nous, on voit très bien aussi, on a fait des petits stickers qu'on avait ramenés, il en reste quelques-uns, c'est les derniers si vous voulez, mais qu'on avait ramenés en début de festival, en 2 séances de distribution de 2 heures, tout était parti. Et les gens sont tous très contents de le récupérer, ils disent que c'est nécessaire. On a entendu beaucoup de plaintes aussi, justement, des étudiants qui commencent à voir l'IA s'incruster dans les écoles, et de travailleurs qui disent qu'ils s'inquiètent parce que leur studio commence à s'intéresser à l'IA et qu'ils ne savent pas comment s'y opposer. Nous, on leur dit syndiquez-vous, évidemment. Mais c'est un vrai travail de longue haleine qu'on veut faire, et dont on est très content que les syndicats qui s'en emparent d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur la manière de lutter contre. Mais c'est en tout cas très bien qu'on puisse en avoir des discussions, et on organise aussi ce genre de table ronde pour qu'il puisse y avoir des discussions sur le sujet assez complètes. Vas-y, Cédric. Ouais, non, enfin, je voulais pas te couper en fait. Non, mais c'est ça que j'avais. Arrête, t'étais J'étais parti là, j'avais le tunnel. T'as bien fait le en vrai. Non, ouais, je voulais réagir un peu à plein de trucs, et je pense que je vais essayer en tout cas de dire l'essentiel de ce que je souhaitais dire à cette. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas contre totalement l'IA? Déjà, je voudrais bien savoir. En fait, on parlait d'hypocrisie un peu tout à l'heure, et je trouve que c'est assez vrai. Moi, je voudrais bien savoir dans la salle, faire un petit peu un sondage, même si on n'est pas représentatif de l'animation, évidemment, mais de savoir qui, dans son usage quotidien, je parle même pas au travail, en fait, utilise l'IA, genre par exemple, une fois par mois.
Genre à main levée comme ça. Ok. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui l'utilise genre une fois par semaine. Qui l'utilise une fois tous les jours. Et je pense que... Pas tant que ça, hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Pas tant que ça, hein, vous avez des minorités. Mais justement, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en vérité. En fait, les gens l'utilisent. C'est faux de dire que les gens l'utilisent pas. C'est une technologie qui Mais les gens dans l'anime ou ailleurs. Non, Partout, là, c'est tu sais, dans ton quotidien. En dehors, les gens qui sont pas touchés et qui n'ont pas la conscience de la précarisation que ça peut engendrer, l'utilisent et sont fascinés par ça. Mais je pense que dès qu'on est dans un milieu artistique et qu'on se sent mis en danger par cet outil, on s'en sert pas. Non, mais là, je parlais dans le quotidien, c'est-à-dire pour tes vacances, pour je sais pas, pour planifier des choses, pour écrire des CV, écrire je sais pas quoi. Moi, honnêtement, dans tous les gens avec qui je travaille, ils utilisent tout ça, tout le temps, tous les jours. Et c'est faux de... Et en fait, quand tu leur demandes, comme je le fais là, quand on leur demande, est-ce que vous utilisez l'IA, les gens ils disent, bah non, je n'utilise pas l'IA, absolument pas. Au final, on se rend compte qu'ils l'utilisent quand même. Donc, c'est en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est un outil et une technologie, plus qu'un outil, c'est une technologie qui permet des choses et qu'on ne peut pas contester en fait le fait que ça existe aujourd'hui et que ça pourrait être utile. Le problème, ce qu'on pense, en tout cas à la CNT, dans notre syndicat en tout cas, c'est que l'IA, c'est pas tellement l'IA le problème, en fait, c'est le capitalisme qu'il y a derrière. C'est l'utilisation, en fait, ce que vous aimez pas, c'est le capitalisme, c'est pas l'IA en tant que telle. L'IA, ça pourrait être un outil qui pourrait être utilisé pour le besoin collectif, en fait. Si on utilise l'outil pour un besoin collectif, je pense que ça poserait la personne, quoi. Et toujours les data centers, le problème de la pollution. Non, oui, mais si c'était de manière collectivement pensée, pour que ce soit pas gourmand en ressources, pour que ce soit efficace, etc. D'accord, si c'était lié à Star Trek en fait. Ouais. Dans la vie réelle, pour l'instant, ça marche pas. Je veux dire, tout le monde, je fais exprès d'aller dans le terrain, mais tout le monde est conscient que la voiture c'est polluant, et pourtant il y a plein de gens qui utilisent la caisse et qui prennent. Mais parce qu'ils en sont dépendants. Oui, Et actuellement, on n'est pas encore dépendant de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, malheureusement, sont dépendants. C'est très vrai dans la programmation et l'animation en fait partie, puisqu'il y a des gens qui programment dans l'animation. Mais pas que ça en fait. Moi je vois par exemple. En tant que salarié, dans une société d'anime, à Illumination, entre autres, il y a une salariée qui est venue me voir pour un problème. Elle m'a dit, écoute, est-ce qu'on peut écrire ensemble une lettre au patron? Je fais, ok, pas de souci. On écrit la lettre, on fait des allers-retours avec plusieurs salariés, on a une lettre à envoyer, etc. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais j'ai mon copain qui en fait a des agents IA, on va lui reposer le texte. Et déjà, je vous dis, moi perso, c'est un truc personnel, etc. Est-ce que vraiment tu as envie d'utiliser l'IA pour ça? Est-ce que finalement, même si tu te trompes dans tes mots, c'est toi qui raconte ton histoire, c'est toi qui raconte ton vécu. Et au final, elle a généré 2-3 textes. Et en fait, j'ai passé mon premier temps à me dire, bon, j'aide une salariée, donc je vais pas aller contre elle, en fait. Elle a besoin de ça, donc si ça peut la rassurer, on va vers ça. Puis finalement, premier retour, je commence à parapher ce que l'IA avait produit à partir du texte qu'on avait préfet, enfin bref, voilà, de l'intelligence collective personnelle, pour au final me rendre compte qu'on corrigeait ce que l'IA avait produit de mal, mais il y avait des passages qui étaient mieux dits, mieux faits, plus synthétisés, qui simplifiaient les choses. En gros, elle a pris la partie là qui était bien, la partie là qui était pas bien, elle a composé son truc, et puis ça a été envoyé au salarié. Bon, elle a eu le sentiment que ça l'a aidé. Moi, j'étais pas spécialement pour ça, parce que je me suis dit, juste no way, on utilise l'IA pour parler de trucs perso. Mais bon, ça peut être un outil qui peut être utilisé dans ce sens-là. Donc je me dis, en vrai, quelle est l'utilisation qu'on peut en faire peut avoir des besoins. Je prends l'exemple aussi de CSE, de Comité Social et Économique, où en fait il y a des nouveaux membres élus qui ont été élus. Ils doivent se taper tous les procès-verbaux pour comprendre quel est l'historique de la boîte. Tous les procès-verbaux, ils les mettent dans la machine à IA. Ça leur produit un résumé de tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années dans la boîte. Ça peut être un outil pour faire de l'arpentage de livres, ça peut être un outil... Enfin, voilà. Il y a pas mal de situations où en fait ça peut être un outil utile au collectif. Et en fait, on est persuadé que l'IA, il y a eu plusieurs hivers, ce qu'on appelait les hivers de l'IA. L'IA, c'est pas nouveau, en fait, ça date depuis
la création de la science, pratiquement l'automatisation des tâches, les calculatrices, les calculateurs, etc. Enfin, c'est pour ça qu'on revient sur cette historique de la sanité. On parle souvent de Turing, mais en fait Turing, en fait la machine, enfin le premier ordinateur calculateur en fait a été inventé bien avant. Et tout l'historique comme ça, en fait, il y a eu un premier robe de l'IA dès les années 30, entre les 30 et 50, où il y a eu une expansion de l'intelligence artificielle en mode c'était devenu la new hype. Et en fait, il y a eu un hiver de l'IA, c'est-à-dire que tout le monde avait investi là-dedans, en fait, ils se sont rendu compte que ça marchait pas du tout, et ils sont revenus en arrière, et ils ont fait machine arrière. Et il y a eu un deuxième hiver de l'IA qui était ce qu'ils sont appelés les systèmes experts. Où c'était des experts comptables, des experts administratifs, etc., qui venaient en fait sur des logiciels, en gros, venir taper, on posait des questions et la machine nous répondait sur ce qu'on devait faire. Et en fait, c'était le remplacement du métier par un expert. Enfin, en gros, on avait l'expertise et c'était le remplacement. Et en fait, ça a été une bombe vraiment exponentielle. Il y a eu énormément d'investissements, notamment aux États-Unis. Ça a été très couru pendant quelques années. Et puis au final, ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce que ça produisait comme richesse. Donc ils ont abandonné le système. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas loin d'être à ça? C'est-à-dire, comme c'était précisé, au final, l'IA génère absolument aucune thune aujourd'hui sur l'échelle mondiale. Et voilà. Et ce sur quoi nous on se positionne, c'est pas tellement, j'ai pas de boule de cristal pour savoir, oui, l'IA va perdurer ou pas, etc. C'est juste pour essayer un peu comme le monde diplomatique que je dis souvent, c'est on s'arrête et on réfléchit, quoi. Parce que partir trop dans la prospective de ça va remplacer nos métiers, etc., et se faire peur soi-même, ça nous aide pas à nous poser et nous dire qu'est-ce qui peut être, où est-ce qu'on peut attacher des choses importantes ou pas à cette science. Là où on est par contre très contre, évidemment, c'est sur la propriété intellectuelle, sur le fait qu'on pille les données. En fait, le drame, c'est que nous, on n'est pas pro-gouvernement, pas pro-institution, on pense que n'importe quelle institution ne n'aidera pas le bon parti. En fait, ils aideront ceux qui ont l'argent et les financements, donc ça va pas. En gros, les capitalistes. En tant que syndicat anticapitaliste, on peut pas. Les gouvernements, enfin le CNC, il y a des nommés parmi les gouvernements. Si le gouvernement passe à l'extrême droite qui se fait passer. Enfin bref, on n'est pas trop sur. Est-ce que les gouvernements, bien sûr, on sera déçus tout le temps en fait parce qu'ils vont faire, parce que c'est pas dans leur intérêt. Enfin voilà. Même que je parlais par exemple au conseiller. À l'ancien coprésident du Conseil national sur le numérique, et il me disait en fait qu'il parlait constamment en politique et il disait que déjà il comprenait pas l'IA, il savait pas ce que c'était. Et qu'en plus de ça, leurs décisions, ils étaient complètement pétés parce que il faut confiance surtout à ceux qui financent en fait. Il y a du lobbying de fou. Donc, aller à contre-courant de ça, ça semble difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça semble très difficile. Le piège de données a déjà été fait sur l'Internet, qui était une super idée révolutionnaire, libertaire, où en fait on pouvait accéder c'est une invention super où tout le monde pouvait accéder à la connaissance. Aujourd'hui, elle a été utilisée comme une ressource pour faire du fric, et c'est vraiment les capitalistes qui ont ce truc-là. L'IA, c'est un outil capitaliste fait par les capitalistes pour les capitalistes. En fait, il n'y a pas d'autre, façon de dire les choses. Mais si l'IA avait été produite par des associations, des collectifs pour le bien de la communauté, peut-être qu'on penserait différemment. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément la technologie pour ça. On a un regard un peu, on fait un pas de côté, on regarde un peu ce qui se passe, on analyse, on réfléchit et on se projette un peu sur quels sont les axes. Parce que si on allait sur tous les axes, en fait, effectivement, on perdrait beaucoup. Donc, pour ça, on s'est dit la propriété intellectuelle, c'est vraiment comment est-ce qu'il est protéger les droits d'auteur, protéger les auteurs aux scénaristes de l'IA. Effectivement, c'est un enjeu un peu crucial. Je pense effectivement, et notre syndicat, on pense assez, parce qu'on a aussi des éditions CNT, donc forcément les auteurs-autrices qui viennent éditer chez nous, on s'assure qu'il n'y ait pas d'IA. Mais on n'est pas dupe. En fait, les gens disent qu'ils n'utilisent pas l'IA, mais pour beaucoup, en fait, ils l'utilisent pour les aider pour des petites phrases, pour des petites tournures, pas pour faire l'ensemble, pas pour faire le général. Il y a beaucoup de vidéos qui sont mises sur Internet maintenant. L'Internet est pratiquement... Je regardais sur Deezer, il y a les audios qui sont mis sur Deezer, il y a pratiquement 50% de... On va peut-être rester comme sur l'ADNU spécifiquement, si tu éloignes un peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'ensemble des... Enfin, ce qu'il faut s'attendre, en gros, pour moi, ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est avoir
créateurs de contenu autofinancés, en fait, produire massivement des contenus à base d'IA sur YouTube, qui est la plateforme de diffusion la principale. Alors, on va revenir sur YouTube et TikTok, mais Hugo voulait ajouter quelque chose, je crois. Bah, enfin, en tout cas, je voulais réagir, mais je te laisse conclure. Oui, non, mais enfin voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est vraiment qu'il y a, nous, on essaie de faire cette analyse, on n'est pas dupe sur effectivement les enjeux climatiques, où là, on est absolument contre, évidemment, sur comment c'est fait, les data centers, le pillage des ressources. Mais pour autant, en fait, on se dit que en fait, notre axe d'attaque et pas, on est contre l'IA, en fait, on est contre le système capitaliste qui est derrière l'IA, qui est toujours dans la logique productiviste de toujours produire pour moins cher. Et en fait, c'est ça qu'on a toujours défendu à la CNT. On est anticapitaliste, donc c'est ce sujet-là. Dire qu'on est contre l'IA, bah, ce serait un peu mettre de côté l'IA qui est utile pour d'autres choses, pour la science, pour la médecine, etc. Bon, nous, au SNTPCT, on va rester sur les techniciens de l'animation. Donc, déjà, bon, nous, il y a quand même une situation assez ubuesque qui est maintenant que pour écrire des mails, il faut faire des fautes d'orthographe pour savoir que c'est un vrai humain qui est derrière. Enfin, on est quand même arrivé dans un truc assez délirant. Donc, et c'est pareil, pour faire des lettres de revendication, on préfère qu'il y ait l'âme humaine qui soit dedans, même si des fois c'est un peu mal tourné. En fait, c'est ça qui fait la richesse. C'est pour ça qu'on fait du cinéma, qu'on fait du cinéma d'animation. C'est pour travailler ensemble, c'est pour être en collectif, sinon on ferait autre chose. À un moment, c'est aussi ce qu'on a dit aux producteurs. Faut prendre conscience qu'on fait des films aussi par projet, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime les êtres humains, et qu'on travaille avec eux. Alors certes, on a des ordinateurs, c'est vrai, mais on aime travailler avec des êtres humains. Enfin, c'est ça aussi le cœur du métier. C'est pour ça qu'on fait ça, sinon il faut vraiment autre chose. Donc nous, au syndicat, on rejoint la position des intervalles et la guilde des scénaristes là-dessus, et puis on a fait partie des premiers signataires de la tribune des intervalles. Et je voulais aussi remercier le travail des intervalles, puisque je pense que tu vas y revenir, Paps, mais l'année dernière, on a rassemblé une coalition de 27 syndicats nationaux et internationaux. Ça a été un mouvement qui a été assez entendu au niveau mondial. Peut-être pas assez par le CITIA et Annecy. Et du Tiens, il ne calculait pas trop, il ne calcule toujours pas. c'est ça, du coup, la tribune un peu musclée, mais ça a fait réagir. Donc voilà, on utilise des outils qui font réagir. Au niveau, nous, du syndicat des techniciens, parce qu'au syndicat des techniciens, on est tous des techniciens. Je suis un ancien technicien, infographiste CFX. On a des réalisateurs aussi dans le syndicat qui, dans leurs projets de long métrage ou de série, demandent à ce qu'il n'y ait aucune utilisation de l'intelligence artificielle. Alors oui, désolé, hein, des fois le travail peut être un peu plus fatigant, des fois, mais c'est aussi ça qu'on aime, c'est travailler. Et des fois, même les trucs, les tâches un peu répétitives, c'est aussi ce qui fait un peu le sel. Et on en parlait juste avant, après la table ronde. Il y a aussi beaucoup de nouveaux entrants dans le secteur. En fait, ces petites tâches qui paraissent répétitives sont en fait ce qui leur permet d'acquérir des compétences. Et donc, à un moment donné, on va arriver à des techniciens qui, effectivement, ne connaissent plus l'anatomie, ne connaissent plus toutes ces choses-là, et au final, plus du tout de techniciens nouveaux entrants, alors que c'est ça qui fait aussi la force de l'industrie. Soit dit en passant, il serait bien que les gens puissent vieillir dans ce métier-là. C'est une autre question. Donc, par rapport à l'intelligence artificielle générative et les avenants, nous, ce qu'on a demandé dans l'avenant qu'on a déposé à la CPPNI, donc à la négociation collective, c'est que l'employeur ne peut en aucun cas contraindre les techniciens à utiliser l'IA. Déjà, il faut qu'ils aient leur accord préalable. Et ça ne peut pas constituer une condition de leur embauche. Déjà, c'est ça d'abord qu'on a demandé. Ils peuvent être aussi, ils ne sont pas responsables pénalement ou devant un tribunal s'il y a utilisation de l'IA, parce que moi je suis technicien, j'utilise l'IA parce qu'on m'a demandé. On ne peut pas porter plainte après sur moi parce que dans la bande des mots il y a de l'IA. Ben non, en fait. Oui, c'est eux qui doivent assumer C'est la responsabilité, c'est les employeurs là-dessus. Donc nous, c'est ce qu'on a demandé en convention collective. Et ça ne peut pas aussi, s'ils décident de ne pas utiliser l'IA, ça ne peut pas constituer une faute ou une sanction dans l'entreprise. Donc voilà, nous d'abord, ça c'était les premiers principes qui avaient été posés. Aussi qu'il faut avoir l'accord pour utiliser les images. Si par exemple j'ai produit des images pour le film et que le producteur veut utiliser les images que j'ai produites, ils doivent me demander mon accord. Donc ça c'est le deuxième point. Sur le contrat de travail, ça doit être écrit. Voilà, je sais que sur le contrat de travail, il va y avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, parce que oui, non, c'est une négociation, on discute ensemble. Aussi que les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger à cela. Donc voilà, c'est pour vous dire que les membres du syndicat, tous techniciens, réalisateurs, on est plutôt contre, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose? Voilà ce qu'on propose.
Donc c'est tout un tas de questions. Il y a aussi toujours une question sur les prompts, savoir à qui ça appartient, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont encore en train de voir. Je sais que au niveau de l'IATSE aux États-Unis, au niveau du SAG-AFTRA, il y a des choses qui est que le prompt appartient aux salariés. Donc voilà, ça c'est des discussions qu'on n'a pas encore pu trancher. SAG-AFTRA, qui est donc le syndicat des acteurs et des actrices, et IATSE, syndicat des techniciennes cinéma, audiovisuel, animation, qu'il y a aux États-Unis et au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi Québec et bon, voilà. Il y a aussi une question par rapport à la réputation des techniciens. C'est-à-dire que on l'a vu avec ByteDance, donc l'intelligence artificielle chinoise, qui a pillé les œuvres d'illumination et de Fortiche, c'est ça qui a fait un petit peu le buzz. Et on l'a dit en négociation des producteurs, on leur a dit en fait là il y a une question de réputation. Il n'y a peut-être pas une question de droit d'auteur parce que droit d'auteur ils appartiennent aux Américains. Il y a une question de réputation du talent français qui fait le sel du fait qu'on est ici à Annecy encore pour la 50e édition. C'est parce que, mine de rien, et on peut tous s'en féliciter, le talent français dans le cinéma d'animation, c'est quand même quelque chose qui est reconnu et qui fait que des fois on est appelé à l'autre bout du monde pour aller travailler parce que le talent français, quelque chose de très important. Donc quelque chose de la réputation où on leur a dit, mais en fait vous devez nous protéger parce que la réputation des techniciens, elle est en jeu. Là aujourd'hui, il y a des séquences de Arcane qui ont été diffusées. Et après, on vient me voir, ah, mais t'as fait de l'IA sur cette séquence. Ben non, en fait, ça a été pillé, moi je suis pas responsable de tout ça. Donc à un moment, c'est les employeurs à prendre cette responsabilité-là. Donc ça, on leur a dit. Et aussi par rapport à la réputation, on a demandé à ce qu'au générique des films, il y ait écrit que telle ou telle séquence a utilisé l'intelligence artificielle générative. Comme ça, moi, en tant que technicien, je peux dire, ben non, j'ai pas utilisé, en fait, c'est écrit à la fin du générique. Oui, parce que en plus, ça peut être un autre problème qu'on a à force, c'est qu'on devient tous et toutes un peu parano en se demandant Mais oui. est-ce qu'il y a de l'IA, est-ce qu'il n'y en a pas. Complètement. Et ça met une méfiance vis-à-vis de nos collègues, où parfois, ça peut être quelqu'un peut avoir un style qui est proche de l'IA générative. Il y a tellement d'illustrateurs et d'illustratrices, typiquement, qui ont été pillés. Dans le design graphique, ça arrive déjà beaucoup, où ils doivent prouver en disant non, regardez, je suis obligé de faire des making-of de mes dessins pour prouver que c'est pas l'IA qui les a fait. Non mais voilà, c'est pareil pour les mails, quoi. C'est Voilà. une situation complètement folle. Donc nous, c'est ce qu'on a demandé au syndicat de producteurs Anime France et SPI, et qu'on a aussi présenté au CNC. Et donc effectivement, la ministre l'a dit à Cannes, l'a dit que les conventions collectives doivent jouer leur rôle. C'est ça. En dehors de cas des auteurs, les conventions collectives doivent pleinement jouer leur rôle de protection pour tous les talents et les métiers qui font la richesse de notre cinéma. En disant que le ministère jouerait son rôle dans les négociations et le CNC aussi. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. On espère que la ministre viendra négocier avec nous, mais pour vous dire que, effectivement, au syndicat, on pousse tous les leviers qui sont possibles pour arrêter cette folie, pour qu'on continue d'avoir du travail, parce que derrière, c'est quand même l'emploi. Hein. Au final, on est destruction d'emploi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de travail, on nous sort un outil qui nous fait encore moins de travail. Donc, c'est clairement non. Donc voilà, et puis c'est pareil, la ministre a parlé de la transparence au niveau de la commission d'agrément. Donc vous voyez ce que je vous disais avant par rapport à nos rencontres qu'on avait eu fin 2025. À un moment, on sent peut-être que ça porte ses fruits, peut-être qu'il y a quelque chose qui se dessine. Donc on va continuer, les membres du syndicat, les techniciens, les réalisateurs, les infographistes, du rigging, au 2D, tout le monde, même des développeurs, on va continuer de se mobiliser là-dessus, le plus fort possible, parce qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc moi après, tout à l'heure ça parlait aussi de d'autres choses par rapport aux traductions, par rapport à la science et la médecine. Nous, le syndicat national des techniciens de la production cinématographique télévision. Voilà. Moi là, je ne parlerai que de ce qui se passe dans le cinéma d'animation. Vas-y Christophe, tu voulais... Ah ouais, je vais juste rebondir là-dessus. En fait, j'ai appris récemment que Microsoft va sortir des nouveaux ordinateurs où ils vont directement intégrer les IA. Avec Copilot. Ouais. Et bien on passera sur Linux. Et, ouais, C'est ça qui est très chaud, hein, pas de c'est problème. qu'on est dans un engrenage qui... ces GAFAM sont très puissantes et elles sont en train d'imposer un marché. C'est-à-dire que les ordinateurs sur lesquels moi j'ai été formé à faire du dessin 2D classique. Puis j'arrive dans ma première boîte de jeux vidéo, ils me mettent une palette graphique dans les mains. J'apprends à dessiner sur une palette graphique. Et c'est une formation, ça demande un temps d'adaptation. Et là, en fait, les outils dont on parle, l'ordinateur qui est dans l'animation, on fait plus de celluloïd. C'était pareil, c'était des milliers de pages. Il y en a quelques-uns. Mais en vrai, dans le marché, moi dans l'industrie, j'ai pas vu de celluloïd depuis très longtemps. Série en long métrage. Et en long métrage, on est souvent... je me souviens des Japonais qui savaient même pas que ça se revendait au marché noir et que les Américains leur piquaient des celluloïds de Miyazaki. Il y a un stand, je crois, en plus cette année de personnes qui vendent des cellules. Ouais, et c'est exceptionnel. Le travail qualitatif est vraiment c'est incroyable. Mais
Aujourd'hui, on n'a plus ça. On travaille tout sur le numérique. En tout cas, moi, dans mon secteur, je suis en numérique. Bah, il y a la stockpond quand même, donc c'est pour ça Ouais, on a aussi des techniques qu'on veut En préserver. fait, c'est ça. qu'on veut L'artisanat, préserver. préserver l'artisanat, c'est très important parce que ça permet d'avoir une vraie connaissance. En fait, je fais de la différence entre le savoir. Pour moi, l'IA, elle gère de la data, c'est du savoir. Le savoir n'a aucune valeur, si ce n'est une valeur empirique en science. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience, c'est l'opérativité. Et là, l'IA elle a tendance à dévaloriser la culture en général, puisque finalement, quand on parle de quantité et que la data elle devient accessible en un claquement de doigts, ben, en fait, il n'y a plus de valeur. On supprime la valeur. Et je voulais juste terminer sur la problématique va être encore plus violente. Là, pour le coup, je joue à la prédiction parce que les ordinateurs vont arriver sur le marché avec des IA incorporées dans les processeurs où tous les logiciels, les gros logiciels Adobe Photoshop, les logiciels que j'utilisais sans IA, vont intégrer sur Internet avec des abonnements de l'IA pour inonder le marché. Et les Photoshop, ils ont Firefly. Ouais, mais d'où l'utilisation Et là, de c'est encore l'open pire. source, du Linux, C'est ça. enfin, c'est ce qu'on pousse aussi. Et du coup, ça veut dire réinventer. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui. Je fais le constat de fait, puis après, c'est trouver des solutions, en fait. Vraiment chercher des outils qui nous permettent de contourner. Ou sur Blender. Ouais, c'est ça. Blender, typiquement, là, j'ai appris qu'on peut greffer sur Blender des IA pour aller faire de la modée à notre place, quoi. C'est dingue. Et il y a des pilotes, il y a des agents qui se branchent à Blender et on prompte la modélisation. Moi, j'adorais passer mon stylet sur la forme pour donner la forme que je voulais. Et là, Blender est en train aussi d'implémenter ça. Donc tout ce capital qui fait la construction et qui permet de... Si j'ai pu vivre pendant 25 ans de ce métier-là, c'est parce qu'il y a des gens qui investissaient des grosses sommes, c'est vrai, dans l'industrie, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus ces grosses sommes. Pardon, je voulais rebondir dessus. Ok, oui, je rebondis vite fait sur l'expérience. Parce qu'effectivement, voilà, nous, on fait des tests créatifs avec l'IA sur des projets belles, hein, finalement. L'IA est un raccourci, effectivement, dans l'expérience de création. C'est-à-dire que fais un petit truc, fais-moi une analyse, hein, tac, tac, tac. Ah, on trouve une solution très vite grâce à un petit ping-pong avec l'IA. Mais en fait, ce travail de création avec l'IA, c'est un travail sous œillère, c'est-à-dire qu'effectivement, un champ statistique nous est donné dans lequel on trouve une idée qui nous intéresse, alors qu'en fait, ce qui est intéressant dans la création et dans l'acte d'être auteur, c'est le temps passé à errer. On a besoin d'errance. On a besoin, pour créer de belles histoires et d'avoir de belles idées, on a besoin de se poser sur un banc, de regarder les gens qui passent, d'avoir discuté avec quelqu'un, d'avoir une anecdote qui nous inspire. On a besoin de se plonger sur notre passé, comment nos enfants réagissent. Et c'est ça qui fait naître les idées. L'IA, elle élimine tout ce process. C'est très efficace, sauf qu'en fait, c'est un entonnoir, et à la fin, on va se retrouver avec des histoires toutes similaires. Donc, Et avec des Rolling Marx, s'il te plaît. Et je rebondis juste sur l'intégration de l'IA partout. Et ça, on va avoir une sécurité des datas. Il y a quelques temps, je travaillais avec un co-auteur, on était en visio, il partage son écran, son Word, là, pop. Et puis je vois une petite icône qui se balade sur son document. Qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Et c'était l'icône de OpenAI qui était en train d'analyser son texte au fur et à mesure, intégré à Microsoft 365. Je dis, what the fuck, faire-moi ça tout de suite. Et le pire du pire, c'est que nous, pour le scénario, on a des outils, dont il y en a un, par exemple, c'est un outil américain, c'est Final Draft, qui est, il n'est pas sur le cloud, il est en local, tout est fermé. C'est un outil qui est censé, qui aide à formater, bien en termes de format de physique, hein, forme, le texte en scénario, dialogue, patata. Il n'y a pas d'IA là-dedans. Et il n'est pas connecté à Internet. Ça coûte 180 balles, la licence. Beaucoup de producteurs ne veulent pas l'acheter parce que ça leur coûte des sous. Nous ne pouvons pas utiliser les outils professionnels, nous, scénaristes que nous avons à notre disposition. On utilise Word parce que les producteurs, tout le monde a Word. Ils peuvent faire des notes facilement. Les outils pro, protégés, ne nous sont pas accessibles. Par contre, alors, du coup, on va se retrouver sur Word avec des IA qui sont là en train d'analyser nos textes, ça part n'importe où. En même temps, les producteurs vont continuer à nous faire signer des NDA, Non-Disclosure Agreement, en nous disant non, n'utilise pas Final Draft, mets-toi sur Word et là, le Non-Disclosure Agreement, Qu'est-ce qu'elle pour la tête, quoi.
Donc voilà, on est dans un espèce de truc, il faut maintenant prendre au sérieux la sécurité de nos data, la sécurité de nos écrits. On va ajouter. Ouais, je voulais ajouter aussi des anecdotes, puisque moi je travaille en tant que scénariste et aussi dans le dessin. Mais j'ai, bah, je vois arriver vraiment l'IA un peu partout. Notamment, moi je travaille sur un film là où je dois dessiner des costumes et je suis en concurrence directe avec une IA qui dessine aussi des costumes en 2 secondes. Et donc, on doit se battre au quotidien pour faire valoir ben, qu'elle ne pense pas à notre place et qu'elle fasse pas des choix à notre place et pour, euh, pour donc avoir des choix artistiques convaincants face à une IA qui produit des images photoréalistes en lumière crépusculaire avec une esthétique Marvel et tout ça juste pour séduire tout le monde. Et donc c'est vraiment et j'ai rencontré des gens dans l'animation qui me disent que là ils commencent à voir tous les décors sur une série d'animation par exemple intégralement générés par IA et une créatrice graphique qui crée les personnages. Enfin, elle avait fait les premiers personnages principaux avec son style graphique qu'elle a travaillé pendant des années, etc. Et on lui a dit, eh ben, ah, mais t'emmerdes pas à faire les personnages secondaires, tu peux partir, on va mettre les personnages principaux dans l'IA, elle va imiter ton style et ça va faire très bien les personnages secondaires. Donc vous imaginez la réaction de cette fille qui s'est rendue compte que elle avait travaillé que quelques jours alors qu'elle croyait travailler longtemps et donc elle est tout de suite dégagée par une IA qui fait son travail à sa place en volant son style qu'elle a travaillé pendant des années et elle n'a pas son mot à dire, quoi. Et en fait, on n'est pas protégé de tout ça. Nous, en tant que scénaristes, c'est très difficile. On n'est pas, nous, en tant que scénaristes, on n'est que en droit d'auteur et donc on n'est pas dans le droit du travail. On n'est pas protégé par les droits du travail et on n'est pas, comment dire, on cède nos droits en fait aux producteurs au moment où on écrit, où on développe. Et du coup, en fait, on a un problème qui est que à la fois les producteurs et les OGC, parfois en notre nom, veulent réguler les choses, mais nous, ce qu'on demande, c'est avoir notre mot à dire aussi dans ces process et à ce qu'on nous demande notre consentement, parce que il était question parfois d'envisager qu'en échange d'une rémunération pour tout le monde, par exemple, on autorise, que les œuvres soient utilisées par les IA, analysées, etc. Et, euh, et, 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 euh, mais nous, on n'est vraiment pas d'accord avec ça parce qu'on aimerait que ce soit un consentement personnalisé par auteur, en fait. Et en notre nom, on ne peut pas décider que nos œuvres soient utilisées sans qu'on ait notre consentement personnel, en fait. Et il faut que... Donc cette histoire de consentement, elle est très importante parce que il y a des gens qui peuvent penser que c'est pas grave de donner leurs œuvres, hein, et après tout, ils ont le droit de dessiner le genre, mais on devrait pouvoir, en tant qu'auteur, dire non, enfin. Et c'est ça qu'on réclame un peu. Et puis... je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, j'avais une autre anecdote à raconter par rapport au biais, pour vous donner un exemple de ce vers quoi on va, c'est que c'est quand même assez grave, culturellement parlant. Euh, on va vers un affaissement culturel qui peut être vraiment très grave, parce que moi, par exemple, j'ai écrit un scénario qui se passe au Groenland et qui parle de la culture inuit groenlandaise spécifique et où notamment où il y a une signification des tatouages traditionnels, etc. Et en fait, le réalisateur a voulu faire un mood board avec une IA générative pour créer des images qui pourraient être les images du film. Et, euh, et là, j'ai découvert en fait que les IA, comme le Groenland, c'est très peu documenté sur Internet et que les Inuits et les cultures traditionnelles comme ça, c'était... en fait, elle a fait un espèce de mélange de cultures traditionnelles,
complètement aléatoires avec des trucs, mais il y avait tout sauf la culture groenlandaise en fait, parce qu'elle n'est pas assez documentée sur Internet et que c'est trop petit, et donc ça disparaît littéralement. Et alors que nous, on s'est fait chier à se documenter énormément sur cette culture-là et à essayer de la respecter en fait. Et là, toutes les images en fait tuaient cette culture. Et ça m'a vraiment choquée, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est des biais terribles qu'elle a, qui sont effectivement, là, on voit aussi l'IA, elle nous fait perdre les notions de la réalité, c'est l'outil préféré des arnaqueurs, en fait, hein. Ça devient pour faire des fakes, pour la désinformation, on le voit c'est utilisé même par les militaires, etc., pour la désinformation, voilà, donc les arnaqueurs commencent à s'en emparer et à pouvoir nous berner sur tout. Il y a une espèce d'invasion des contenus générés par IA sur Internet qui est vraiment problématique parce qu'on croit que c'est vrai, puis en fait tout est faux et tout est là pour juste générer du clic dans un espèce de monde absurde. Alors, donc moi je pense qu'il faut vraiment pas relayer ces propagandes de oh mais non mais c'est qu'un outil et puis ça peut servir, ça peut être utile et tout ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire prendre conscience aux gens du danger vers lequel on va quand même, même civilisationnel, hein. Et pas seulement dans nos métiers, voilà, mais dans nos métiers on a un risque de perte d'emploi qui est vraiment énorme et de perte de sens des œuvres, vraiment, là on le voit. Moi, on voit là, on voit des producteurs qui disent bah, tu t'écriras un pitch et puis on va le mettre dans l'IA, elle va pondre un script et ensuite, toi, tu humaniseras un peu ce script. D'où nos clauses à nous, c'est ça. Voilà, donc c'est terrible, quoi, en fait. Et effectivement, c'est le capitalisme, certes, qui génère ça, mais c'est un capitalisme aux abois qui cherche un moyen de générer encore plus de gains de productivité, etc. Et c'est vraiment délétère, c'est vraiment mortifère, en fait. Et là, voilà. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus alerter des dangers que de relayer ce truc de oh non, mais ça peut être utile et c'est sympathique pour certaines choses. Moi, j'ai l'impression que même pour la science, ça n'a pas prouvé que ça générait des découvertes. Pour en revenir à la DIM, ta remarque sur l'affaissement de sens me permet de faire une transition dont on n'a pas encore parlé. Et c'est un sujet qui finalement n'est pas beaucoup abordé dans le film d'animation, c'est pour qui on produit en anime. On produit comme majoritairement en France pour la jeunesse, notamment pour des enfants de moins de 10 ans. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer comme représentation du monde et comme qualité d'histoire, de narration et de représentation si on leur propose que des récits écrits, animés, dessinés, composités par de l'IA. Il y a un studio, et on en reparlera probablement à la table ronde suivante, en France qui est dangereux là-dessus et qui s'est ouvertement positionné vis-à-vis de l'IA. C'est un studio qui s'appelle Animage, qui a été soutenu par un des fonds de soutien de Pierre-Édouard Sterrin, le fameux milliardaire du plan Périclès. Il a été soutenu par le fonds Otium. Et ce studio qui s'appelle Animage, sa spécialité, c'est de racheter des IP, racheter donc des propriétés intellectuelles. Il a racheté notamment la série espagnole Pocoyo et il a racheté à Studio 100 Maya l'abeille. Et sa spécialité derrière, c'est de passer tout ça à la moulinette de l'IA pour en ressortir des shorts YouTube. En disant c'est bien, ça va permettre d'avoir accès aux enfants à des trucs que nous, on vérifie, que c'est quali, que c'est pas des trucs faits par des randoms, par des individus. Là, c'est une société qui fait, donc c'est censé être propre. Sauf que cette société, déjà, est faite par des gens qui ne sont pas très au fait de comment fonctionne l'animation, et elle n'a qu'un intérêt, c'est de faire du profit via la plateforme de YouTube dont on parlait en plus tout à l'heure, qui n'est pas très encadrée, et c'est de faire du profit sur le dos des enfants sans du tout s'intéresser à ce qu'on leur propose. Et c'est vrai que c'est pour l'instant en France pas un sujet qui est très abordé dans nos productions, de dire on a une responsabilité vis-à-vis de notre public, de leur proposer une représentation du monde qui est plurielle, qui est progressiste, de leur dire que regardez, il y a plein de cultures différentes, il y a plein de personnes différentes, que tout n'est pas pareil partout, et que c'est ça qui va les aider à se construire en tant qu'individu. Et ça, l'IA, c'est l'inverse de ça, c'est l'antithèse de cette proposition. Parce que, comme tu disais, s'il n'y a pas les infos en ligne,
elle va inventer, elle va faire un gloubi-glouga de trucs plus ou moins proches. Et même quand il y a des infos en ligne, on demande à une IA, par exemple, de faire « Ok, fais-moi un design d'infirmier. » L'infirmier, il va nous faire une infirmière sexy. Parce que pour l'IA, l'infirmière, il y a tellement de costumes en ligne, de costumes d'Halloween, d'infirmières sexy. Pour lui, l'infirmière, c'est ça. Elle n'est pas censurée. Si c'est pas censuré, voilà. Et l'IA n'arrive plus à représenter Notre-Dame sans une fumée au-dessus, par exemple. Oui, voilà, C'est le truc. Elle est planquée. Et au pire, on va dire, bah c'est pas grave, on aura toujours des artistes pour retoucher, mais là, on en revient à pourquoi on fait ce métier. Non seulement on fait ce métier parce qu'on veut raconter des histoires pour les enfants, pour les adultes, mais on a fait 3, 5, 6 ans d'études, tout ça pour retoucher des IA derrière. C'est nous qui allons retoucher ce qu'a créé la machine plutôt que la machine qui nous aide à retoucher ce que nous on crée. Ça, c'est pareil, c'est un contresens total. Donc ça s'appelle l'utilitarisme, oui, c'est tout à fait ça. Pas Hugo. Oui, il y a deux sujets aussi là-dessus, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on peut entendre, le discours ambiant sur l'IA, ça peut être non, mais comme ça va vous permettre d'être plus créatif, etc., de vous débarrasser des tâches. Mais en fait, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça nous débarrasse des tâches créatives, Oui, voilà. parce que faire des moodboards et aller faire de la recherche graphique, ça fait aussi partie de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire se renseigner sur des cultures, se renseigner sur d'autres œuvres, et en fait, voilà, les chercher, parce que dans la bibliothèque, peu importe, en tout cas, les chercher, c'est un peu aussi notre métier. Donc, en fait, on nous enlève ça. Et en mode, mais c'est bon, après le reste ce sera fun. Non, 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 non. En fait, vous nous enlevez tout. Ce qui est bien, et au final, on est, pour certains techniciens qui avaient déjà cette impression-là, certains techniciens 3D par exemple, on a encore plus des pouces-boutons. On doit être des toiletteurs, des nettoyeurs de l'intelligence artificielle. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. Et deuxièmement, ce qu'on voit avec Pierre-Édouard Stérin qui finance Yaslop, bon, déjà, je pense pas qu'on fasse ce métier Pour ça, donc. des personnes d'extrême droite. Ah, Bon, voilà. C'est pas trop le mood hein, dans le secteur. Pas dans le syndicat. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que déjà, mais ça ouvre plusieurs sujets, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'on se questionne sur le fait de faire des programmes d'animation sur des écrans pour des 0-2 ans. Alors déjà, il y a un problème parce que ce soit les recherches pédopsychiatres, etc., on voit qu'il ne faut pas d'écran avant 7 ans. Donc on est en train de mettre des contenus visuels pour les 0-2 ans. Déjà, il y a un problème. Deuxièmement, on l'a entendu au Radiraf l'année dernière. Ah, mais de toute façon. Radiraf, Ah oui, pardon. les rencontres animation. Développement, information. Il est dur à souvenir. Les rencontres animation formation, donc, qui est un événement qui a lieu en Angoulême tous les ans en novembre, qui regroupe des professionnels, mais peu de techniciens, peu de petites mains du secteur. Et on a entendu dire que ah, mais de toute façon, l'IA, ce sera pas pour les adultes qui peuvent voir des films, mais ce sera pour les enfants. Non, mais en fait, c'est le contresens complet. C'est-à-dire que justement, quelqu'un de jeune, un enfant, il a besoin de ces œuvres-là. On a tous des œuvres en tête qui nous ont marqué, qu'on fait que peut-être qu'on fait ce métier-là grâce à ces œuvres-là. Aussi, il y a une recherche sur qu'est-ce qu'on peut montrer à l'enfant, qu'est-ce qu'on veut lui dire, quelle représentation on veut donner de différentes cultures, différents corps, différentes personnes, inclusivité, etc. Mais aussi à travers les couleurs. Quelles sont les couleurs qu'on doit montrer aux enfants pour leur éveil, pour la construction du cerveau, etc. Donc tout ça, c'est des questions. Et on a des producteurs qui disent « Non, mais de toute façon, l'IA, ce sera pour les enfants. » C'est pour les petits. Donc c'est un mépris total envers les spectateurs aussi, en mode on peut leur faire bouffer de la merde, c'est pas grave. Attends, juste une anecdote, avec Christophe, on l'avait entendu aussi cette histoire du même collègue en même temps, je pense. Il y a un collègue à vérifier parce que nous, on l'a pas vu de nous-mêmes, mais quelqu'un qui nous racontait qu'en Colombie, il y avait une chaîne pour les enfants de 3 à 6 ans qui était entièrement générée par IA en continu, en robinet ouvert, avec une IA qui générait une musique hypnotique et une autre IA qui générait des dessins animés copiés sur Cars de Disney, de Pixar, et avec des voitures de Cars comme ça, difformes, avec des pattes d'araignées et d'insectes, et qui déambulent comme ça, sans but, sur cette musique hypnotique, et les gamins sont comme ça devant. Non, mais, enfin, Et c'est un cauchemar, en fait. C'est totalement dystopique parce qu'en fait, on se rend compte aussi que c'est ces producteurs-là qui vont dire non, mais on va donner ça à manger aux enfants, mais pas à leurs enfants. Hein. Non, pas à leurs enfants. Hein. C'est un peu comme le tabac. Non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Moi, mes enfants, ils vont pas le fumer, c'est pas mon thème. Non, mais parce que c'est, en vrai, c'est un peu ça. C'est genre, nous, on produit des trucs nuls pour les autres, mais nous, par contre, nous, producteurs, ou nous, comme les personnes aux États-Unis qui ont ChatGPT, etc. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est super l'IA. Par contre, nous, notre famille, nos enfants, et nous, personnellement, on l'utilise pas. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on se rende compte que c'est pas pour notre bien, que ce soit le public, en fait, s'en rend compte,
puisqu'il y a des huées, il y a des gens qui signent des pétitions. Les étudiants s'en rendent compte parce qu'ils ne l'acceptent pas dans les écoles. Donc ça aussi, on le dit aux syndicats, on le dit aux écoles, on l'a dit au RECA, qu'en fait, ben, les techniciens ne veulent pas, quand ils font des études, ils veulent apprendre, ils veulent limite apprendre le cellulo, au moins avoir des cours pour apprendre qu'est-ce que c'est que de crafter depuis le début cet art-là, même si c'est pas quelque chose qu'ils vont utiliser ensuite, ils auront appris. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des bons techniciens, donc les étudiants n'en veulent pas, le public n'en veut pas, les enfants de 0-2 ans, en fait, bah, qu'ils en veulent pas ou pas, il faut pas leur en donner, voilà. Et en fait, il n'y a pas d'amour du public. Les techniciens savent qu'ils perdent leur travail. Bon, à un moment, quand il n'y a personne qui veut ça, voilà, nous, les syndicats, on fera tout pour bloquer ça. Christophe, tu voulais ajouter un truc, puis Ouais. Ghislaine? Les techniciens perdent leur travail, c'est vrai, mais en fait, moi je suis un technicien avéré, et je suis confronté concrètement à. Allez, maintenant j'ai 80% de mes clients qui veulent de l'IA. C'est terrifiant, en vrai. Et pourquoi ils me rappellent? Parce que c'est un peu comme dans Battlestar Galactica. C'est-à-dire que les robots, les Cylons ont envahi la communauté, les humains vont disparaître. Et puis en fait, ils appellent le vieux routard qui lui sait dépatouiller pour régler les problèmes que l'IA n'arrive pas à régler. Et ça, c'est. Je m'attendais pas, moi. Ouais, mais c'est la même. C'est ce que j'ai dans les objets, c'est ce que j'ai dans la culture geek, hein. C'est parce que j'ai dit Star Trek tout à l'heure, Voilà. c'est ça? Ah, bah, voilà. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui. La seule chose qui nous permet d'être libre face à l'IA, c'est nos connaissances, vraiment. Moi, je veux dire, quand le client me raconte des bêtises ou qu'il me dit regarde, j'ai pu faire ça super vite, on repère par le métier, par l'expérience, par le fait d'avoir pratiqué, on repère, mais en une fraction de seconde, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que l'IA, où l'IA bug. Si les programmeurs qui développaient les IA, qui nous parlaient à nous, les créatifs, et aussi, je mélange pas, pour moi la programmation, il y a de la créa. Quand tu as un artiste qui fait un programme qui arrive à déployer une normal map, ou à créer des nouveaux modèles de représentation pour créer des mondes virtuels, c'est un travail de dingue, il faut être très créatif mathématiquement parlant. Donc, quand on a ces connaissances-là, il y a une liberté totale face à des gens qui, eux, pensent que l'IA va leur donner beaucoup d'avantages. En vérité, c'est très simple d'aller démonter un film de 15 secondes qui dit « je vais faire un blockbuster américain, voilà mon trailer ». Le montage est pourri, le lip-sync est pourri, les comédiens ont tous la même voix, il y a beaucoup de failles, il y a énormément de choses qui en animation ne fonctionnent pas, et ça n'est que par l'expérience que j'ai pu l'acquérir. Donc la manière de dire, bah, c'est au-delà du huer bêtement, c'est un film fait, on sait pourquoi ces films arrivent, c'est juste de dire, si vous connaissiez, si vous aviez la même sensibilité que des artistes techniciens qui ont produit pendant des années, qui ont essayé d'apprendre le vocabulaire d'un style d'animation, d'un type de création, jusqu'à créer leur propre style d'animation, parce qu'il y a des nouveaux styles en permanence, hein, c'est infini, l'imagination est infinie. Et après, en effet, l'IA peut s'entraîner dessus. Il y a des gens qui vont être greedy, qui vont dire, bah tiens, ça c'est un succès, Arcane se retrouve pillé parce que c'est un gros succès commercial. Mais il y a eu des artistes compétents qui ont été très bien payés pour faire le travail, majoritairement, c'est pas 300 millions d'investissements, c'est Riot, ils ont mis... Connaissant les techniciens... On la pub. Hein. Bon, ouais, mais non, mais j'ai des amis, Je n'irai pas sur les j'ai des questions. amis qui ont travaillé dessus, ils étaient pas, j'ai connu des métiers où ils sont moins bien payés que ça. C'est ça que je veux dire. Alors, Riot n'est pas le pire des studios, faut arrêter quoi. On parle pas de Riot, de Fortiche. Fortiche, voilà. Mais même, Fortiche pas ce qu'on a a eu dit. beaucoup d'argent et il y a eu des gens j'ai des potes amis qui ont fait des boards là-bas et c'était mieux payé que dans d'autres contextes où justement on fait des petits bonhommes pour les enfants. On n'aura pas de débat sur les grilles, donc c'est pas le sujet. Mais enfin, tout ça On pour dire verra que- ce matin. pour finir sur le raisonnement, c'est que c'est notre seule liberté, c'est d'apprendre à comprendre l'IA, de voir quelles sont les failles, quelles sont les problématiques, parce que c'est ce qui nous permet de regagner, comme dans Battlestar Galactica, de regagner du pouvoir sur cet outil qui est juste c'est des protocoles en fait, elle applique des protocoles, et elle ne s'intéresse même pas aux protocoles qu'on connaît nous. La topologie en 3D par exemple, c'est des règles très précises qu'on sait mettre en œuvre quand on a fait de l'animation parce qu'on a été confronté à des problèmes auxquels les programmeurs qui ont développé les IA ne s'intéressent pas. Donc du coup, les IA reproduisent les problèmes que nous, on connaît par cœur. Et donc, quand on voit des modèles 3D, moi, ils m'appellent pour, par exemple, ils ont fait un modèle 3D généré par une IA et ils me disent « Ah bah, je dois leur taper et je retape le modèle 3D avec des vraies règles. » Écoutez, un peu cher.
Pour l'instant, je suis un retoucheur, mais après, c'est quand j'ai besoin de grailler, parce qu'on a tous besoin de manger, bah, évidemment que des fois, je prends des missions comme ça. Parce que dans nos métiers, il faut avoir le courage de faire de la création et de défendre ses droits quand on produit. Enfin, moi, j'ai signé peut-être 20% des contrats que j'ai signés dans ma carrière. J'ai bossé sur Arthur et les Mini-Boys, je touche pas de droit d'auteur dessus. Pourtant, j'étais un caractère designer sur Arthur. Donc c'était absurde. Il faut connaître les lois avant de vouloir être dessinateur. Hein. C'est très dur. Hein. Mais en général, quand on travaille, il faut connaître les droits. C'est ça. Ouais, le code du travail, tout ça, faut minutes, connaître. Du coup, peut-être passer à Ghislaine, puis Oui. à Cédric, et puis après on passera à un petit passage de questions du public. Du coup, oui, c'est... Bah, je voulais juste rebondir sur ton anecdote de truc hypnotique pour les enfants et sur ce que disait Cédric sur le fait que les gens huent et n'aiment pas. Alors, je me lancerai parce que c'est très inquiétant parce qu'il y a un carton, hein, un TikTok avec les fruits sur l'île de la. Enfin, dans ta fruite. voilà, voilà. Ouais. Donc, ça peut, il y a des trucs qui peuvent marcher. Juste, par rapport à ça, il faut quand même remettre dans le contexte le fait que il y a deux choses qui se passent. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 25 ans, l'animation était vraiment sur quelque chose de très artisanal. Et dans les 20 années qui ont suivi, c'est devenu une industrie. Avec beaucoup, maintenant, il y a des écoles, des étudiants, la masse salariale qui s'est considérablement densifiée pour obtenir en fait un secteur qui était jusqu'à présent le troisième producteur mondial, pardon, de l'animation. Donc on est une industrie. Et l'industrie, elle veut des projets, elle demande des projets industriels. Et ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est qu'en fait, la place de l'auteur créateur de projet, s'est muée en auteur de commande. C'est-à-dire que le financement en France, et c'est le Gaëtan Brouel, le président du CNC, qui l'a même admis devant moi, qui a dit en fait, ce financement des œuvres est articulé autour du binôme producteur-diffuseur. Et l'auteur est devenu un auteur de commande, c'est-à-dire tiens, une IP, tiens, fais-moi ci, tiens, fais-moi ça. Et donc, les projets originaux ont été de plus en plus difficiles à bâtir. Il y a une standardisation globalement dans cette industrie de l'animation du littéraire, puisqu'on va chercher des auteurs américains, on a envie d'un ton Disney, on a envie... Moi, je ne peux plus écrire des épisodes de 22 minutes, enfin 26 minutes, aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, parce qu'on me demande toujours cette thématique à la Disney, Il y a une standardisation que l'IA va accélérer. C'est-à-dire on lutte, en fait, ce qu'il faut, c'est remettre les auteurs au cœur du financement et au centre. Il faut réarmer les auteurs, il faut réarmer notre droit d'auteur. C'est essentiel. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, pourquoi certains auteurs d'animation sont tentés, entre guillemets, par l'IA, l'enveloppe d'écriture, quel que soit le budget du programme, c'est toujours la même. C'est autour de 170 000 €, 180 000 avec les accords. Que vous ayez un budget à 20 millions ou un budget à 5 millions, cette somme, elle est fixe. Et ça donne toujours des sommes minimales pour les auteurs. Et les auteurs, quand tu gagnes 3 400 € brut par texte sur un texte qui va être mis 4 à 5 mois pour être validé, parfois plus, tu es dans la misère et tu dis fais pour l'IA, de toute façon ils veulent du standardisé, je vais en faire plusieurs et je vais en faire. Elle est là aussi la tentation. Donc il faut arrêter de standardiser les choses. Et peut-être que ce qu'il faut qu'on fasse, puisque les pouvoirs publics, quand on avait le CNC, on leur a demandé un label animation sans IA. Oui, c'est compliqué. Bon, est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes? C'est-à-dire que ça vienne des organisations d'auteurs, et que si des producteurs, parce que tous les producteurs ne sont pas des gens qui ont envie de faire de l'industriel, heureusement, mais les producteurs qui ont envie d'avoir des projets qui ont du sens avec des artistes-auteurs et des créateurs et des graphistes qui en ont sous la pédale, peut-être que ces projets pourraient exister et être des vrais modèles dans une industrie qui se retrouve petit à petit sous perfusion d'outils IA. Cédric, vous voulez ajouter? Ouais, ça arrive, j'ai tellement de trucs à dire. Vas-y, c'est court, tu peux le faire. Désolé, je suis pas très conscient en général en plus, donc excusez-moi d'avance. En fait, la perspective qu'on a, nous, c'est de voir quelles sont les alternatives à l'IA des GAFAM, en gros.
Comment est-ce qu'on peut s'émanciper de tout ça? Parce qu'en vrai, en fait, quand on utilise par exemple une adresse mail Gmail, en fait, on participe en fait au système. C'est assez contradictoire de tous avoir des téléphones, Google, etc. et de dire que Gemini c'est mal. En fait, là, il faut taper au porte-monnaie. Après, on est bourré de contradictions. Ah oui. Voilà. Oui. Non, mais On fait au mieux. je suis d'accord, mais voilà, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est plutôt dans une logique de logiciel libriste. En fait, on n'a pas attendu le remplacement des techniciens. L'automatisation en fait, des tâches a déjà été produite par d'autres choses. On est passé de l'animation traditionnelle avec des intervallistes à la 3D qui gère les intervalles de manière automatisée. Enfin, je veux dire, tous ces remplacements technologiques ont amené à des changements. On en a encore. On en a On a encore, réalisé. oui. En 2D, on en a encore. Oui, mais Et en 3D aussi. majoritairement, il y en a quand même moins qu'avant. Mais par exemple, je suis assez convaincu qu'il y a certaines tâches, enfin c'est pas vrai de dire que toutes les tâches sont intéressantes à faire. Par exemple, le dépliage d'UV en 3D, c'est pas intéressant. C'est dur. Le skinning, c'est pas intéressant. Non, mais Le là, t'as des rigueurs qui vont. Bah, Si, c'est comme ça que t'apprends. Ben oui, le dépliage du V, c'est un je sais pas, je peux avoir la parole. Oui. Oui, mais pardon, il y a des gens qui s'intéressent. Excuse-moi. En fait, il y a des tâches qui sont redondantes et complètement inutiles. Et en fait, par contre, je suis pas trop pour la caricature de dire on vous libère du temps pour que vous soyez plus créatif. C'est pas vrai. On vous libère du temps pour vous payer moins cher et avoir moins de travail. Enfin, c'est pas vrai. Mais je veux dire, il y a quand même des tâches, des tâches de clic-bouton qui sont, surtout dans la 3D, qui sont complètement inutiles et que l'automatisation a toujours remplacé en fait pour simplifier le processus, pour gagner toujours plus, c'est vrai. Mais aussi pour pas faire des tâches qui sont juste du shit job en fait de cliquage de bouton. Moi-même j'ai fait pendant très longtemps de la rotoscopie dans les VFX. Je sais pas si vous avez fait de la roto, mais moi ça m'a rendu vraiment, je sais pas. Le soir en fait on est complètement lessivé d'avoir masqué l'acteur pendant 3 heures sur un plan pour faire du restoring. C'est des boulots c'est du boulot alimentaire comme on disait en fait. Il y a des gens qui en vivent et dont on a besoin, mais c'est des boulots qui aujourd'hui sont vraiment chiants. Enfin désolé. Là aujourd'hui l'IA par exemple permet de faire du détourage automatisé dans Photoshop. Enfin qui ne va pas détourer des trucs simples de manière simplifiée avec Photoshop? Bien sûr que si. En fait on utilise la baguette magique. Bah voilà, la baguette magique quoi. En fait c'est un système automatisé. Ah, mais Magique. Je suis pas sûr que la baguette magique utilise 200 litres d'eau juste pour détourer ton personnage. alors, à partir du moment où la technologie, c'est là où en fait il faut aussi déconstruire certains a priori. À partir du moment où le modèle a appris, en fait, il ne fait que travailler dans le logiciel. En fait, quand on va demander à Photoshop de détourer un personnage, c'est un algorithme en fait qui se met en place. Et du coup, il est fait exprès pour ça. Donc, il va se concentrer là-dessus, il va pas consommer plus d'eau. Le truc, je suis totalement d'accord sur encore une fois sur l'écologie. J'essaie un peu de nuancer le débat parce qu'en fait c'est trop simpliste pour moi de dire l'IA c'est nul en fait. L'IA c'est pas nul, l'IA c'est le capitalisme qui est derrière qui est nul. C'est ce que ça produit comme méfait en fait, comme n'importe quel capitalisme en fait. Le capitalisme qui va piller les ressources de la planète, c'est ça en fait le problème, c'est le pillage des ressources, des données intellectuelles. C'est la productivité avant tout, donc c'est remplacer les processus pour qu'ils deviennent de plus en plus efficaces. C'est le taylorisme poussé à son paroxysme. L'IA, en fait, n'est que la suite de tout ça. Donc, bien évidemment, je ne veux pas dire que je suis pour tout ça, je ne suis pas pour, et notre syndicat n'est pas pour tout ça. Mais je pense qu'il y a des alternatives qui peuvent être grandement aidées. Et je pense qu'il faut aussi remettre dans la balance que l'IA, c'est un effet de mode aujourd'hui. Est-ce qu'on est certain que ça va perdurer? Je ne sais pas. Honnêtement, perso, je ne sais pas. Mais quand je vois la population qui utilise... parce que là, en fait, on est des personnes qui sont quand même relativement alertes et initiées, mais je suis pas sûr que si je reposais la question de qui utilise l'IA aujourd'hui dans une salle en fait remplie de personnes qui sont pas du tout au jus de tout ce qui se passe, il y en a beaucoup qui vont lever la main en disant j'utilise tous les jours, ça me sert pour prévoir mes vacances, pour faire des trucs évidemment. Et on pourra leur dire oui ça consomme des litres d'eau, oui, tout ça. En fait, comme je dis souvent, en fait, McDonald's, on sait que c'est de la merde, mais en fait, il y a toujours plein de gens qui vont manger à McDo, quoi. En fait, la simplicité d'avoir son smartphone et de pouvoir interroger en fait un prompteur pour lui demander des trucs, en fait,
C'est par exemple, j'avais vu des agriculteurs qui utilisaient l'IA pour savoir, pour la météo, pour des choses. En fait, le fait de parler, en fait, pour les personnes qui sont plus âgées, le fait de parler à une IA, ça simplifie leur travail, en fait. Donc, pourquoi se mettre en fait en dehors du système alors qu'on pourrait faire en sorte d'avoir des alternatives libristes, quand j'ai libriste, c'est le logiciel libre, qui pourraient utiliser l'IA, mais pour le collectif, pour l'intelligence intellectuelle, intelligence à la vraie intelligence collective, je veux dire des humains. Et je suis profondément convaincu, et on en a beaucoup débattu dans le syndicat, parce qu'on a beaucoup évolué sur cette question-là, sur le fait de c'est pas forcément en essayant. Je pense que contrairement à Creative Machine, en fait, on n'a pas besoin de tester pour savoir que c'est de la merde. Ça, ouais. Mais bon, c'est mon point de vue. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'éduquer sur le sujet pour pas avoir un discours trop simpliste, trop radical. Par contre, effectivement. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, en fait, je pourrais venir et me dire, l'IA, c'est de la merde, comme tout le monde. Et en fait, je le fais pas. Parce que je pense que c'est toujours une zone grise en fait où en fait tout n'est pas ajouté dans l'histoire mais tout en ayant conscience des biais que ça peut ajouter. Et encore une fois, je le redis, je pense que ce que vous êtes contre, c'est contre le capitalisme, mais c'est pas foncièrement contre l'IA. On pourrait continuer, je pense, pendant longtemps, parce qu'en vrai, c'est super intéressant comme débat, mais on va terminer en 10 minutes. Du coup, on va passer peut-être à cette partie question du public. Est-ce qu'il y a, du moins, je vois qu'il y a déjà une question. Témoignage. Vas-y, ou témoignage, une question, témoignage, remarque. Vous avez le droit de faire, c'est plus une remarque qu'une question, on vous en voudra. Vas-y. Du coup, par rapport à la définition de l'IA, puisque comme il n'y a pas eu de définition faite sous les jours pour, par exemple, être sûr que tout le monde ait vraiment la même définition. l'IA générative. Du coup, c'est l'IA générative, majoritairement les gros modèles qui utilisent des serveurs externes, ou est-ce que ça inclut aussi, du coup, les trucs... Les IA étroites ouais, en local. Non, là on parle vraiment des grands modèles d'IA générative, type OpenAI, Genario, Mistral, Gemini, Genario, Copilot. c'est pas une IA générative, c'est un lourd, c'est un... Qui s'appuie sur Oui, qui s'appuie dessus, mais bon. Le local, en fait, là on est plus, et ça va être de plus en plus courant, c'est-à-dire que la problématique des grosses structures qui imposent des IA, ils ont un pouvoir fou sur les masses en fait. Mais l'IA local, moi personnellement, ça m'intéresse énormément parce que ça peut automatiser des tâches dans ma vie de tous les jours, notamment dans les factures et des choses comme ça je prends pas beaucoup de plaisir à faire ça. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles des IA personnalisées ou en tant qu'individu, on se construit avec ça, pourquoi pas. Et tout ce qui est, il y a énormément d'éléments, c'est des algos en fait. Donc un peu plus, avec des systèmes qui nous permettent de déployer des protocoles en interne qui permettent d'aller plus vite dans la création de dessins animés, des films d'animation ou même de jeux vidéo. Mais il faut avoir une maturité pour ça. Il faut avoir des connaissances qui nous permettent de savoir ce qu'on fait. Sinon, on aura juste un allié un peu débile qui va faire des bêtises, quoi. Nous, la position du syndicat, c'est que tout logiciel qui vise à remplacer le travail des techniciens, ça fait partie de ces choses-là, qu'on vise aussi dans notre accord. Vous pouvez retrouver sur notre site et sur toutes nos ressources l'avenant qu'on a déposé, et on a deux définitions. On pose deux définitions sur qu'est-ce que c'est que l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Nous, ce qu'on vise, c'est l'IA générative. Mais même quand elle est faite en interne, ça peut être aussi sur des ressources que les techniciens ont produites, donc ils n'ont pas donné leur accord, juste parce qu'ils ont signé un contrat. Et on a des contrats un peu frauduleux où il y a écrit « je donne tout ce que je fais à l'entreprise ». Et donc à ce moment-là, c'est toujours du pillage, on respecte toujours pas les techniciens. Donc pour nous, en tant que syndicat des techniciens, c'est toujours non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, au fond. Mais alors c'était deux toutes petites remarques, mais juste pour réagir à ce qui a été dit, je pense que moi, en tant que technicien, je me sens bien plus menacé par ces petites IA étroites en open source, parce que c'est celles-là, je pense, qui vont être utilisées par les studios pour me remplacer, pour accélérer mon travail. Mais bon, moi, j'ai 500 heures à faire. Donc, si on accélère, j'ai des Concrètement. On espère pas plus. Et très concrètement, je pense que c'est cela qui pourrait être utilisé pour, par exemple, agrandir des décors, améliorer la résolution. Là où quelqu'un a envie de faire 5 jours, il va regarder plein de fois. Et c'est déjà ce qu'on voit dans la traduction, c'est ce qu'on voit chez les douleurs, c'est ce qu'on peint. Ça m'inquiète un peu, et je pense qu'en fait, cette question du budget, les boîtes de conscience vont se faire avoir aussi. Parce que
ils sont en train d'accélérer le processus, ils vont y gagner un petit peu maintenant, mais la correction elle va arriver et les diffuseurs ils vont donner des budgets plus bas. Et moi j'ai déjà entendu des gens notamment à Arte dire ah c'est super, il va y avoir plus d'animation parce que vos budgets vont baisser drastiquement dans les prochaines années grâce à l'IA. En disant ça, Samuel, ça, c'est je me dur. comprends pas quand je dis ça, je me sens directement blessé parce que c'est moi qui ai clairement passé de doute qui allons permettre la baisse de coûts en étant bloqué. Mais c'est ça qu'on essaie de leur dire aussi aux producteurs, c'est que oui, bah, en fait, bah, ça avait été dit sur les diffuseurs, etc. C'est qu'à un moment donné, les diffuseurs et les plateformes vont dire ah mais c'est beaucoup moins cher maintenant. Donc allez-y, continuez à produire moins cher, on va vous faire va falloir que vous augmentiez vos bénéfices. Et à la fin, qui prend cher? C'est les techniciens. À la première table ronde qu'on a eue ce matin, on parlait des salaires. Bon, bah, c'est directement là. C'est directement là que va se jouer ce qui se passe. C'est que là, pour le moment, oui, c'est bien, etc. Ah, mais on a moins de budget, donc on peut pas t'augmenter. Donc les salaires, non, mais voilà, les salaires, on peut pas, on va te mettre au SMIC. En fait, c'est ça aussi qui est visé là-dessus. Sachant que toute la quantité de travail qu'on produit est déjà pas correctement payée. Du côté des auteurs, j'ai tellement parlé, l'enveloppe elle est toujours ridicule. Du côté des artistes techniciens, nos heures sup sont jamais payées et même jamais notées nulle part. Ce qui fait que d'une prod à l'autre, on se dit ah bah on a réussi à tenir avec le budget, on va essayer de leur serrer un peu, on va faire encore plus vite la prochaine fois. Et du coup, on travaille déjà beaucoup plus qu'on ne devrait. Et l'IA va encore plus nous pressuriser et nous bouffer tout l'amour et l'intérêt qu'on a à faire ce taf. Enfin, déjà l'année prochaine, il y a des grosses échéances et c'est la conversation aussi qu'il va y avoir après. Mais il y a des robinets qui se ferment un peu partout de diffuseurs, de distributeurs, de producteurs. De régions. Voilà, nous, au syndicat, on a rappelé aussi qu'il faut préserver le financement de l'audiovisuel public. Enfin voilà, on en parle assez souvent parce que à chaque semaine, une nouvelle dinguerie. Donc, à un moment, c'est pareil, on essaye d'être constant et de faire en sorte que non, on continue de faire des prods, peut-être des fois qui coûtent un peu cher, mais aussi qui font beaucoup de bénéfices. On peut se féliciter de voir tous les films d'animation qui là vont être projetés, qui vont faire des belles carrières, des films qui ont été produits en France, qui ont des belles carrières. Sinon, on touche que des droits d'auteur. Je connais cette théorie. Nos producteurs, ils font des bénéfices avec des ventes internationales. On n'investirait pas dans les salles. Oui, voilà. S'il y avait d'autres questions, là, et puis après derrière. Moi j'ai une question, mais un peu pour la CNT, comme c'est un peu les plus ouverts par rapport à l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il y a, dans vos discussions et tout, vous avez quand même certaines lignes rouges où vous dites, ok, là c'est nos limites, là ça c'est pas ok, et par exemple dans ce que tu disais Cédric, tu as parlé des CSE qui ont été leurs procès-verbaux pour avoir un résumé. Typiquement, alors je sais pas sur quel c'était, comment c'était fait, mais nous c'était un truc qu'on s'était refusé à dire, à faire par exemple, d'enregistrer les réunions CSE et de les avoir après par IA, parce que on ne sait pas où vont les informations. Côté RGPD, c'est compliqué, même si tu payes, si c'est sur ChatGPT par exemple, même si tu payes alors si tu ne payes pas, tu sais pas où vont tes données, même si tu payes, tu sais pas où vont tes données, comment on gère ça, et pareil aussi par rapport aux autres discours du syndicat, qui est, j'ai l'impression, plus porté sur l'éducation des gens, l'autonomie. Comment vous faites pour gérer, par exemple, nous j'ai discuté avec un de nos adhérents qui est lead TD, et qui nous expliquait que là c'était compliqué parce que dans sa dernière équipe, il avait deux TD, dont un junior qui avait été beaucoup formé avec le GIA. Sauf que quand on demande de produire un premier programme, il s'en sort. Dès qu'on demande de retoucher, de retaker, d'avoir un truc plus logique, de le faire fonctionner avec autre chose, bah, il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas parce qu'il a appris dès le début son métier avec une béquille et qu'il n'arrive plus à se faire de la béquille, et que du coup c'était un peu l'inquiétude de ce guide de dire bah là, dans les nouveaux qui arrivent, ils sont plus autonomes, ils connaissent plus assez bien leur métier, et en fait c'est des gens qui eux-mêmes pour l'instant utilisent cette béquille, mais en fait à ne plus connaître assez bien leur métier, ils vont se faire eux-mêmes remplacer. Ouais, très intéressant. Merci. Pour la première chose, en fait, c'est comme je disais, c'est avec des logiciels libres. On est très axé sur ce que fait actuellement les chatons, les systèmes d'hébergeurs et les Framasoft.
En fait, ils essaient de justement produire une IA éthique qui permettrait d'être utilisée pour des associations, des collectifs, des syndicats, sans que ça parte dans des GAFAM, en essayant que l'outil soit utile au niveau local, c'est-à-dire installé sur des machines locales pour pouvoir faire ces traitements. Donc c'est à ça qu'on pensait pour faire de l'analyse. C'est pas tellement pour faire de la traduction en temps réel de procès-verbaux, parce qu'on passe toujours, nous, côté CSU, on passe toujours par des traducteurs professionnels pour traduire en anglais, par exemple, les procès-verbaux pour les salariés étrangers. Mais là, c'était par exemple à Ubisoft où en fait se posait la question de nouveaux élus qui arrivent et qui en fait qui connaissent absolument rien de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Et il y a des centaines de PV à lire et tout ça. C'était pouvoir alimenter ça dans une base de données du coup locale sur la machine en utilisant les outils libristes et de pouvoir arpenter comme ça les PV sur des sujets pour dire bah voilà, si vous avez parlé par exemple des salaires, ressors-moi tous les PV où tu as parlé de salaire, quoi. Voilà. Et fais-moi une synthèse un peu des années, comment ça s'est passé, etc. Enfin voilà, ce genre de choses pour essayer d'être un outil utile en fait au syndicalisme, être utile aux élus de CSE par exemple. Enfin, c'est un exemple. Donc ça peut être utile pour les salariés, c'est pour ça que je dis on a un discours un peu comme ça, un peu. On se met pas de barrière forcément parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est viable ou pas viable voilà. Après on a des badges anti-IA, enfin génératives, enfin ouais, je tiens à le dire quand même parce qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, qu'on est bien anti-IA générative. Mais en tout cas on ne reste pas cloisonné, on essaie de justement pour faire un pas de côté de réfléchir. Et sur la deuxième question, qui est d'ailleurs pas forcément une question mais plus une situation, voilà. Mais effectivement en fait ce que l'IA en fait produit de néfaste, c'est notamment pour le support, pour les TD, c'est que Internet était une plateforme libre où chacun pouvait, de manière communautaire, interagir avec la communauté pour dire voilà, j'ai tel bug, j'ai tel problème, comment je peux le résoudre, etc. Et aujourd'hui, en fait, la facilité, c'est de passer par ChatGPT pour avoir l'information. Sauf que le résultat de l'information reste dans les GAFAM. C'est-à-dire, on produit une réponse qui est la plus plausible possible par rapport au modèle. Et ensuite, tout à chacun va reposer la même question, donc on réinterroge le modèle, alors qu'au final, on pourrait aller sur des forums. Donc en général, moi maintenant, je repasse par les forums parce que j'ai compris qu'en fait, en ne passant que par des chats GPT ou autres, en fait, on ne faisait que alimenter en fait un entre-soi et finalement d'être pieds et poings liés en fait avec ces outils capitalistes. Donc c'est pour ça que d'avoir une alternative libriste qui permettrait de s'émanciper en fait de ces GAFAM et de la logique capitaliste, ça nous aiderait. Et par rapport au cas des formations en tant que TD, c'est vrai que moi-même j'ai constaté en tant que TD que les nouveaux qui arrivaient, en fait, moi je leur demandais à ce qu'ils n'utilisent pas de ChatGPT, en fait, qu'ils se forment direct. Donc je pense que ça c'est de l'éducation populaire par rapport justement aux équipes de dire en fait voilà les biais que ça peut avoir plus tard. C'est-à-dire que finalement on perd les connaissances et voilà, mais ils sont en train d'inventer des nouvelles IA qui permettent de, sans connaître une base de code, de pouvoir coder justement juste en faisant des commentaires. Mais je pense que malgré ça, malgré ces nouvelles technologies qui se mettent en place, ces nouveaux algos qui se mettent en place, il faut quand même, on peut pas être un bon TD si on se base que sur l'IA. En fait, il faut obligatoirement connaître, je pense comme toute base en fait, c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure, c'est il faut avoir été expert une fois pour comprendre ce que l'IA fait mal, pour pouvoir la corriger si besoin, et pouvoir utiliser ce qui est utile dans le truc. Moi, souvent, l'IA, en fait, je m'en sers comme... j'ai pas le temps de lire toute la doc en fait, de l'USD, par exemple, qui est le langage qui est utilisé dans la 3D. C'est un truc très complexe, développé par Pixar. D'ailleurs, on sait pas pourquoi ils nous ont foutu ça dans le jeu, c'est un enfer. Enfin bref, mais en tout cas, on est là-dessus. Et la documentation est imbuvable. Et en fait, il y a aucun forum, ou très peu, qui en parle. Du coup, les questions, elles sont pas encore posées. L'IA a pas pu apprendre de cette librairie. Donc en fait, ce qu'il y a, qu'elle est hyper pauvre en fait dans ce qu'elle a produit. Donc en fait, à chaque fois, elle hallucine complètement. Elle va dire des trucs qui sont complètement faux. Elle me sort des codes qui sont complètement... Bon, bah, au bout d'un moment, tu fais, bah, ça me sert pas, ciao, quoi. C'est pas au point. Voilà. C'est pas au point. Mais voilà, mais c'est vrai que ça pourrait être utile. Mais le défaut, c'est qu'effectivement, on s'en sert comme béquille, comme tu disais. Et que ça devient, je m'en suis rendu compte d'avoir une espèce d'instinct d'y aller régulièrement. Et de ne pas pouvoir m'émanciper de ça. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur les forums. Donc voilà, donc, je pense que c'est un travail aussi un peu intellectuel de se dire, ça vaut le coup de tester, parfois de faire son propre avis.
de tester les logiciels libres, de voir ce que la communauté peut produire. Moi, je crois pas du tout au Mistral français, machin, c'est le bullshit. Cédric, on va prendre une dernière question, Pardon, mais après 3DVF doit vraiment... Je peux en discuter après. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette table ronde malgré cette chaleur caniculaire. Merci à tout le monde.